Bienvenue à tous sur l'épisode 34 du Brap Show. Et je dois à nouveau commencer l'épisode par une excuse, puisque j'ai dit bienvenue sur l'épisode 34 la semaine dernière, c'était le 33. Donc bienvenue sur le vrai épisode 34 du Brap Show. Les Lakers sont en playoff, les play-ins vont commencer. Non, tout ça on s'en fout. C'est pas pour ça qu'on est là. Le rideau, cependant, s'apprête à tomber sur ce championnat 2025 à ma Supercross. Il nous reste plus que 4 épreuves. Moi, ça me fait toujours... Depuis, je pense, 2009 qu'on commence à vraiment les regarder. On les regardait sur AB Moteur à l'époque, les courses. Les 4 dernières, enfin voilà, quand tu arrives à la 4e en partant de la fin, c'est le début de la fin pour moi. C'est le bloc de fin pour moi, ces 4 dernières courses. Et parce que aussi, à une époque, il y a eu quelques années de suite où la pause, c'était juste avant les 4 dernières, la pause de Pâques. Donc c'est vrai que j'ai tendance à voir les 4 dernières courses comme le bloc de fin. Il vous reste donc peu de temps, mais il vous en reste encore pour tenter de gagner une tenue comme celle de Jonathan Cartier. Ah, j'ai pas écorché le nom. De Jonathan Cartier, qui est juste derrière moi, faite par MGT Design Racewear. Pour cela, il vous suffit dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, nous donner vos pronostics. Qui sera champion 450, qui sera champion 250 Est, qui sera champion 250 Ouest. Et on va dire qu'à l'Est, c'est de plus en plus compliqué. On penserait qu'en arrivant de plus en plus vers la fin du championnat, les pronostics seraient les plus simples à faire. Et là, on est avec un Hamaker et un Hampshire qui sont à égalité de points et un Tom Vial seulement 2 points derrière. Donc compliqué, mais vous pouvez quand même gagner cette tenue réalisée par MGT Design Racewear, celle-ci ou une autre. En fait, c'est votre tenue. C'est du perso, donc vous choisissez et vous allez gagner une tenue et vous choisissez comment elle est en fait. Donc merci à MGT Design Racewear évidemment, merci aussi à MGT Design et leur kit déco de qualité qui nous suivent depuis le tout début de ce podcast. Et donc comme je disais, déjà Supercross 250 Est, 2 points qui séparent 3 pilotes. Bah ouais, effectivement, les cartes ont été redistribuées avec la course dans la boue déjà de la semaine dernière. Et puis à la base, c'était prévu que ce soit de nouveau ça là, ce week-end. Donc c'est pareil qu'on peut faire un petit mot pour le track crew qui a fait un travail exceptionnel d'avoir une piste quand même. C'est plus sympa à regarder quand même que dans la boue. Donc moi, ça m'aurait quand même bien embêté d'avoir de nouveau une course dans la boue là. Ah ouais, ça aurait été relou. Donc là, c'est cool, c'est que ça roulait. On a vu un beau plongeon de Digan aux essais. Je sais pas si tu l'as vu, oui. chute. Ah ouais, je l'ai bien vu. Ouais. Donc allez le voir, c'est assez drôle. Mais non, du coup, en 250 Est, pareil en 450, ça se resserre un petit peu, donc c'est pas fait. Et en 250 Ouest, bon, c'est déjà un peu plus... on est déjà un peu plus serein, je pense, sur le pronostic. Mais bon, encore une fois, tout peut arriver. Davis passe deuxième là, au championnat. Je crois qu'il a 17 points C'est derrière. ça, 17 points. Ça va pour Digan qu'il reste que 2 courses. Ouais. Parce que Davis, c'est de mieux en mieux. Bah ouais. Ouais, ce serait, il n'aurait pas fait. Tu vois, justement, j'ai pensé la dernière fois, je me suis dit comment ça se fait qu'il est si loin. Où est-ce qu'il a pêché? Où est-ce qu'il a eu où il a perdu beaucoup de points, Davis? Parce que sinon, on l'a vu aussi sur le podium, quoi, à plusieurs reprises, sans forcément avoir gagné. Le triple crown déjà, où il était bien en bonne position pour le gagner, en dernière manche, il tombe sur le triple là. Je sais pas s'il finit sur le podium, ce triple crown au final. Mais c'est vrai que sur les 2-3 premières épreuves, il était pas loin du podium, mais il était pas forcément dessus non plus. Et peut-être qu'il a perdu un peu de points. Ouais, je crois qu'il a perdu un peu de points sur le premier showdown à Indianapolis. Tu sais, il était tombé dans le sable. Et il était assez bien remonté, mais Digan lui finissait sur le podium, deuxième ou troisième. Non, c'était 2 de l'Est qui étaient premiers. Je crois que c'était Hamaker et potentiellement Anstie. Quoique non, Anstie, il avait fait une course bizarre. Mais ouais, il a perdu des points un petit peu, surtout au début du championnat. Puis après, vers le milieu, Digan a eu une petite phase quand même où il était très chaud. Il a gagné le Triple Crown à Arlington. Mais ouais, c'est vrai qu'une belle montée en puissance de Davies. Et en plus, là, il gagne avec la manière parce qu'il dépasse tous les tops de la catégorie. Il a dépassé le meilleur, en tout cas sur le papier, de l'Ouest, qui est Digan, qui est en tête du championnat. Et il a dépassé Hampshire et Hamaker, qui sont après cette course, sont les 2 premiers à l'Est. Ouais, clairement, là, il y a du niveau. Et c'est vrai que quand on y repense qu'à la base, il devait rouler en SMX Next, hein, ouais. C'est une dinguerie, quoi. Il en est déjà à en avoir gagné 2. En pro, donc ouais, c'est impressionnant. Et pour revenir sur ce que tu disais, les conditions du terrain, je suis d'accord avec toi. Ouais, on a eu chaud. On a eu chaud. Mine de rien, pendant les essais, toutes les transitions étaient très très humides. Ah ouais. Mais j'ai bien aimé les whoops qui, au final,
ils ont fini par devenir suffisamment défoncés pour qu'on puisse sauter dedans, mais c'était... Enfin, tu vois, Sexton, il a dribblé tout du long, il arrivait quand même à faire le triple derrière, et au final, il y avait les deux options, et c'était pas tant un avantage de sauter, malgré le fait qu'il n'y en ait que 9. Donc ça, c'était quand même bien. Ouais. Bah, c'est vrai que dans les transitions, même dans les whoops, tu voyais qu'à l'intérieur, bah, y a de l'eau. J'aurais bien aimé voir comment ils les enlèvent, les bâches, justement, parce que bah, effectivement, dans toutes les crevasses, c'est là que s'accumule l'eau. Et c'est vrai que j'aurais été curieux là, de voir une vidéo de quand ils les retirent pour voir comment l'eau, parce que je me dis, faut pas se rater, quoi. C'est que si tu tires la bâche, mais que tu la tires d'un coup, tu sais, et puis que l'eau reste à cet endroit-là, Tu bah, fous hop, toute l'eau, ouais. tu fous toute l'eau dessus, quoi. Donc ouais, non, c'est sûr que dans les cuvettes, ça faisait du coup des transitions, des ornières. Et puis en plus, ça doit être vraiment bizarre justement à rouler parce que tu dois avoir le dessus qui est dur et un peu glissant du coup. Qui pareil au final ne s'est pas trop imprégné d'eau parce que bah, tu avais la bâche par-dessus, ça n'a pas été arrosé. Et les transitions qui elles sont molles et glissantes. Donc j'ose imaginer que ça doit être très étrange de passer dedans, d'aller dans du dur glissant à du mou glissant aussi. Puis après, avec des ornières dedans. Ouais, et puis c'est vrai que la courbe, là, avant de reprendre la ligne de départ, c'est pareil. Ça, c'était une texture Ah ouais, ça c'était bien mou, humide. quoi. C'est un passage déjà, ça faisait une belle crevasse. Et c'est vrai que ça fait des ornières de fou, quoi, à la fin. C'est marrant d'ailleurs, parce que je crois que c'est vraiment la seule portion qui était très, très, très trouée et plein d'ornières comme ça, enfin qui se creusaient aussi facilement. On les voyait qu'à chaque fois, ils se repassaient dessus entre chaque course, je crois, à cet endroit-là. Et c'est resté vraiment mou tout du long. Ouais, mais je crois que l'eau n'arrivait pas trop à s'évacuer à cet endroit-là. Ouais. Du coup, puis peut-être que c'est une partie qu'ils n'ont pas pu bâcher, j'en sais rien. Ouais. Mais ouais, je sais pas trop non plus comment. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 semaines, du coup, où est-ce qu'on était il y a 2 semaines? Je sais plus, mais à Seattle, où on s'attendait aussi à avoir de la pluie et potentiellement de la boue. Et ils avaient construit le terrain très tôt, bâché. Et au final, une fois qu'ils avaient retiré les bâches, ils n'avaient plus eu de pluie. Et au final, là, on n'avait pas du tout d'eau, même dans les transitions. Mais peut-être que là, il y avait plus d'eau. Ils essayent de la mettre sur le côté, mais ça recoule après. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ils s'en sont bien sortis. C'était un peu galère aux essais. Et pour les courses, on a eu une piste qui était technique, mais qui permettait quand même de faire le spectacle déjà. Ça roulait quand même assez vite. Il y avait ce petit quadruple le long des spectateurs que Davies je crois qu'il a été le premier à le faire en 250, sur lequel Vial tombe en heat race, que ensuite quelques autres Davies d'Igan l'ont fait pendant la finale. Mais donc c'était cool de voir ce saut que tout le monde ne faisait pas, qui faisait quand même une petite différence. Et ouais, comme je disais, les whoops. Et à côté de ça, un enchaînement où c'était tellement un peu troué et pas trop d'élan que ça faisait que des doubles presque. Mais ouais, des différences, c'était bien. Bon, plus que 4 épreuves. Et si on parle un peu des 450, Sexton gagne. Je sais pas si tu as vu, mais il fait le finger gun à Webb. Mais je lui ai mis un petit commentaire sur Instagram, les gars. Mais non. Je lui ai envoyé un DM. Qu'est-ce que tu as dit? Le DM, à mon avis, il le verra pas. Tu lui as envoyé un DM? Je lui ai envoyé un DM. Alors, je veux le DM et le commentaire. Qu'est-ce que tu as dit? Je vous le dis mot pour mot. Allez. Ça, y a pas de... Mais tu l'as écrit en anglais? Bien, évidemment. Ah, le mec. Je suis un mec bilingue. Purée. Voilà. Incroyable. Chase Sexton, je lui ai dit thanks for the gunshot. Avec le petit, tu vois, et smiley cœur dans les yeux. Et je l'ai mis ça en DM et je l'ai mis aussi sur son post quand il a publié justement la victoire. Et on le voit pas sur son post, mais voilà, du coup, je lui ai dit, et je me suis dit, ah, mais là, pour vraiment aller jusqu'au bout, et tu sens que c'est une petite prise d'assurance là qu'il prend et c'est une fois que c'est fait, soulagé, je peux souffler, je le fais, tu vois. Ouais. Mais c'était vraiment je crois que j'ai même dit, oh mince, j'ai oublié sur le saut, je le fais après. Mais là, il aurait fallu même peut-être ralentir un peu, t'es pas trop loin, hop, et là je me retourne et pas comme ça. Et là, vraiment là, je pense que tu marques un vrai gros coup, tu vois. Tu peux peut-être atteindre un peu mentalement parce qu'on sait que ouais, mentalement il est fort et c'est plus son jeu à lui, tu vois, et au final un peu comme Digan sur Vial, Digan sur Aymas, tu vois, il essayait de chercher ce jeu mental au final que personne ne lui a trop répondu, donc il était un peu le seul à le faire et du coup tu savais même pas trop si ça avait de l'incidence ou pas. Kitchen a essayé, je crois, un petit peu en outdoor, mais bon, sur le terrain ça suivait pas trop en début de saison. Et donc du coup je me dis c'est pareil, Webb, il y a trop personne en fait qui a vraiment joué avec ça, qui a initié ça avec lui ou même qui a eu du répondant à ce point-là. Webb l'a beaucoup fait sur Roxen à la base. Le gunshot, il est parti sur Roxen à sa première victoire en 2019. Non, moi j'étais choqué ce jour-là. Quand j'ai vu ça, j'étais
what the fuck, qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi ça? La première fois que Webb a fait un. Mais ouais, Webb déjà gagne. Hop, et puis en plus, j'avais pas trop la rivalité en plus entre les deux. Les histoires d'Instagram de meufs, d'ex et compagnie, tu vois, j'avais pas trop suivi. Donc, et encore aujourd'hui, en fait, on n'a pas spécialement la certitude que ces deux-là, où tu vois qu'il y a une rivalité entre les deux, où ça se passe. Ouais, ça s'est calmé maintenant. Après, il y a clairement eu de l'animosité parce que, en fait, Cooper Webb, la femme maintenant de Cooper Webb, est sortie avec Ken Roxanne avant leur relation. Et en fait, ensuite, Roxanne avait une nouvelle copine qui est maintenant sa femme. Et quelqu'un avait commenté que son ancienne copine était plus belle. Et du coup, Roxanne lui avait répondu si tu veux une chouin et un mal de tête, oui, vas-y. Et Webb, qui était en couple avec cette dite femme, ça lui a pas plu et ça se comprend. Et du coup, les deux, ça se regardait vénère dans les paddocks, j'imagine, tu vois. Mais c'est sûr que du coup, ils étaient pas trop potes. Dire, t'insultes ma go, je vais pas trop t'apprécier. Ouais, enfin après, t'as pris sa go qui était son ex aussi, donc. Ouais, alors. Il y a eu une histoire entre les deux, tu vois. Oui, après, bien sûr, mais justement que ça reste entre eux, tu vois. C'est pas la peine d'insulter la meuf sur la place publique qu'est les réseaux sociaux. Ouais, en même temps, là, il a été c'est pas très adulte. parce que visiblement, elle a fait des choses qui n'étaient pas cool. Et on vient lui commenter en lui disant mais il n'y avait pas une histoire comme quoi elle avait trompé avec la femme avec Ciencia Rollo. Oh, alors ça, j'en sais rien peut-être. J'ai entendu un truc comme ça et ça m'étonnait un peu. J'aurais du mal à le croire parce qu'ils sont potes quand même, Ciencia Rollo et Roxanne. C'est ce que je me suis dit. Mais donc, bref, c'est pour ça que je disais aussi que je sais pas trop vraiment ce qu'il y a eu entre les deux. Mais moi, en tout cas, la première fois que j'ai vu Webb. Peut-être qu'elle a fait des avances à Ciencia Rollo qui lui a dit à Ken ta meuf, elle est chelou. Ouais. ça se trouve. Mais là, on spécule. Hein. On n'est plus dans l'information. Oui, mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qui va donner un like. Du coup, tu penses à liker dès maintenant déjà. C'est le Brap Show ou c'est le Closer Show? Bon, bref, en tout cas, quand il a gagné comme ça, Webb, et qu'il s'est retourné comme ça, j'ai fait ah ouais, mais là, c'est pire qu'un taunt, tu vois. C'est genre bam, je t'ai kill, gros. Non, c'est chaud. Et là, qu'il les refait. Et là, il y en a eu beaucoup, du coup. Enfin, des célébrations comme ça, entre Davis qui fait comme ça quand il gagne sa première. Il a fait un dab cette fois. Justin Cooper qui l'a fait à Cooper Webb. En Heat Race, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, quand il gagne sa Heat Race, il lui fait. Et du coup, Webb qui le refait à Sexton, pareil, à Seattle cette fois-ci. Et là, Sexton, je me suis dit, oh non, là vraiment pour marquer un gros coup, mais bon, il est resté concentré, il a fait ce qu'il fallait du coup, mais tu te dis là, il attend qu'il soit pas trop loin pour qu'il le voit, c'est presque pas qu'il saute en même temps, pas risquer non plus qu'il le prenne, mais genre attendre un peu, hop sur le saut, vraiment que il est en l'air, Webb, et il se voit bam, comme ça, là ça aurait été un gros coup, mais non, déjà j'ai apprécié que même juste après il se retourne et lui fasse le petit gunshot là. Mais ça se serre quand même la main après, quoi. Ouais, de toute façon, c'est bon enfant, disons. C'est ça, même Webb, de toute façon, quand il le fait, après il se serre à la main, tu vois, ils sont pas. Donc, mais est-ce que ça détruit pas quand Webb, par exemple, le fait à Sexton à Seattle, mais lui serre la main ensuite? Est-ce que ça diminue pas un petit peu l'impact que ça peut avoir d'avoir un peu nargué son concurrent direct sur la ligne d'arrivée? En fait, il faut voir qui vient serrer la main un peu, tu vois. C'est que tu lui fais, tu t'arrêtes sur la bosse pour célébrer et Sexton s'arrête à ton niveau et te check. Ouais. C'est même Sexton qui est encore ça enfonce encore plus Sexton. Je t'humilie et tu viens me dire bravo, tu vois. Moi, tu m'as humilié, je viens pas te dire bravo, gros. Ouais, je sais pas si ça l'enfonce parce que en même temps, si Sexton il passe à côté et que du coup il lui serre pas la main ou il lui propose même pas, tu vois, de check ou quoi, ça fait un peu genre t'as perdu, je t'ai nargué, en plus t'as pris le seum, quoi. Ouais. Donc ça montre que je t'atteins en fait si tu prends le seum, tu vois. Ouais, mais à la fois, enfin, tu vois, c'est comme Bomber qui se prend une gifle et qui est encore là à discuter et tout, machin. Tu vois, moi, je préfère un peu Anderson. Tu me touches le casque, gros, je te touche le casque, mais bien plus fort que ce que tu me l'as fait. Donc tu me mets une gifle, je vais t'en mettre une, mais bien plus forte que ce que tu viens de me mettre, tu vois. Genre, tu veux pas que je touche ton casque, tu me mets pas une gifle. Bon, après, là, c'est là que ça risque de finir en bagarre complète parce que l'autre, il va en remettre une par-dessus. Oui, mais tu me tapes pas plus fort et ça s'arrête plus. Mais tu connais le dicton œil pour œil et le monde devient aveugle? Non. Voilà. Tu me mets le coup, je te le rends, du coup tu me le rends, puis je te le rends, puis tu me le rends. Ouais, je te mets le doigt dans l'œil, tu me mets le doigt dans l'œil, puis du coup je te mets le doigt dans l'œil, puis tu me mets le doigt dans l'œil, puis à la fin on est tous les deux aveugles. Voilà, ouais, je voyais plus, à l'école maternelle, quoi. Tu m'as poussé, je te repousse, je te repousse, et puis oui, à la fin tu me battre, quoi. Moi j'ai cette mentalité-là sur la piste et en course, généralement. Mais
Oui, ou genre tu me touches, je vais te le rendre. Si tu me fais un truc pas cool, je vais te le rendre. Ou tu me cross-jump, je te sors le virage d'après, c'est normal, tu vois. c'est c'est les règles. Mais après, une fois que on a passé le drapeau à damier, non, il n'y a pas de tu me pousses, je te pousse. Oh, Bon, moi, je suis rancunier. faut être un peu civil quand même. Moi, je suis rancunier. S'il y a eu bataille au point de voilà, t'as fait un truc, je vais te sortir pour te montrer que je suis pas content, je serais pas content même après le drapeau à Non, damier, mais tu vois. si tu veux, et on pourra en parler un petit peu plus, mais je l'ai vu dans la deuxième manche MXGP un peu avec Koldenov, où il l'a pas fait beaucoup, mais il y a eu 2 sauts où c'était passé serré avec Fèvre et sur le gros triple à Arco, ben, ça suivait un peu sa trajectoire, mais tu vois, il décolle au milieu, il atterrit à gauche, ou il sautait tout le temps un peu en travers sur le saut. Alors ça va qu'il y avait personne à côté, qu'à chaque fois il était juste derrière, mais moi au bout du deuxième, j'étais en mode bon, c'est bon, faut le sortir. Parce que d'une, c'est pas cool, mais en plus c'est dangereux, donc j'en ai marre d'être derrière toi, t'es dangereux, je te sors. Voilà, j'élimine un danger en fait. Ouais, mais du coup, à la fin, enfin, c'est difficile de serrer la main en mode ah, bien joué et tout, machin, alors que en fait. Non, à la fin je dirais frère, ce que tu fais, c'était pas bien, et voilà, faut pas faire ça. Ouais, bah c'est ce qui arrive à se manger des gifs ou à mettre des gifs, voilà, on dit la même chose. Ok. Non, en tout cas, ouais, là, Sexton, victoire, et puis avec la manière, purée, quand je l'ai vu sortir, là, faire une bonne sortie de grime, et qu'après, il s'accroche un peu avec le singer, là, je fais oh là là, et puis c'est vrai que, tu vois, on l'a pas vu à l'écran, je me dis, mais il a coupé ou quoi? Il a triché? Parce qu'il est très vite arrivé dans le groupe de tête, quand même, et alors que quand il en est sorti, qu'il re-rentre, enfin, je sais pas, mais il doit pointer pas loin de la 15e place. Quand tu le vois passer, que tu as la caméra du all shot, là, après le premier virage, moyen, ouais. il doit passer pas loin de la 15e place, tu vois. Et attends, c'était quoi l'enchaînement juste après la ligne de départ, là? Bah, il y avait 2 enroulés, puis après c'était principalement des doubles, ou parfois ils faisaient double, triple, simple. Ouais. Et Avec je en sais fait, pas si c'est là après les 2 petits rouleaux, les 2 petits rollers, t'avais une petite bosse et la deuxième était grosse, donc ils avaient parfois du mal à passer derrière, mais ils sautaient donc double et ensuite là parfois triple, parfois. Ouais, je sais pas si c'est là qu'il a gagné pas mal de temps dès le départ, quoi, mais il a réussi à se retrouver aussi devant Webb aussi dès le départ. Mhm. Et c'est vrai que je me suis dit, Webb, il est quand même chaud parce qu'il a vraiment réussi à faire les dépassements tout de suite dans la foulée derrière Sexton, quoi. Il a jamais perdu de temps, tu vois, quand je me suis dit, boum, la Sexton, il l'a eu, nickel, c'est le moment de prendre un gap, le temps que lui galère un peu à passer Savachi, il y en avait d'autres là comme ça sur la liste. Et non. Et au final, non, il a pas perdu de temps, quoi, à les doubler. Tu voyais qu'il était accroché à lui, focus sur Sexton, quoi. Mais du coup, ton Sexton, la fin de manche, ça a été. La semaine dernière, tu nous disais, j'ai trouvé le problème, Ouais. c'est la fin de. Et C'est la fin de ouais, course. j'ai été attentif à ça, et puis j'ai vu aussi ce qu'il lui a mis sur le panneau à 2 tours de la fin, je crois. Enfin, il lui a annoncé le temps qui restait vraiment, 2. Mhm. Après, il y avait écrit, je crois, le temps qu'il avait. Et je pense que quand il a vu 5 secondes, pour le coup, tu vois, je pense Mais que surtout que, ouais, c'est du compliqué coup, pour lui s'il voyait plus une, par exemple. Ouais, mais Plus là, une ou plus deux. son avance s'est accrue au final sur Oui. les 5 dernières minutes. En plus. Et donc, je pense que c'est ce qui renforce le fait que, même avant les 5 dernières minutes, je pense, parce que je sais pas quand est-ce qu'ils se sont retrouvés premier et deuxième, mais au final, il restait quand même pas mal de temps. Et je me suis dit, c'est un peu qui tout double. C'est soit il arrive à continuer à grappiller, et dans ce cas-là, ça va le mettre en confiance, ça va le renforcer, et du coup, il va continuer. Mais il y a eu des moments sketchy quand même, hein, où après justement, avant de revenir sur la ligne de départ, là, dans l'ornière, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait s'en mettre une, là. Après, sur un terrain comme ça, tu vas Ouais. avoir quelques moments où c'est tendu. Et d'autres fois aussi où j'ai vu la roue avant un peu sortir de l'ornière ou glisser un peu dedans comme il a déjà pu nous le faire. Et bon, au final, ça s'est rattrapé, ça s'est bien passé. Et puis c'est vrai que je pense que j'étais un peu attentif à ça parce que j'avais un peu la pression de me dire, Foire comme pas. lui en fait, voilà, Foire tu pas, vois. Mais c'est- sauf que en fait, ce qu'on se dit, T'es mon Sexton à moi, t'es premier, t'as plus de marge de manœuvre au championnat, ne foire pas. mais tu vois, mais c'est ce qu'on se dit en fait. Et je pense que c'est ce qui se dit aussi quand il fait ces erreurs-là. Justement, c'est ok, j'y suis et bah c'est pas le moment de se rater, mais sauf que quand tu dis ça, bah tu penses à rater et quand tu penses à rater, t'es plus concentré à faire ce que tu fais et c'est là que tu commets des erreurs et qui parfois sont coûteuses en temps, en points. Mais non, là il a été bon. Et du coup, 12 points d'écart au championnat, 4 épreuves restantes. Si on réplique ce résultat à chaque fois, comme je l'avais dit, ils seront à égalité de points, avantage Sexton. Donc, bon, il faut encore en gagner 4 déjà pour répliquer ça. Ouais. Tu le sens comment là? Est-ce que tu... Allez, on va la tourner comme ça la question. Pourcentage de chance que Sexton finisse devant Webb sur les 4 dernières courses. Je crois que je mettrais ça à moins de 50. Non, moi plus de 50, mais j'hésite Ah ouais. à mettre plus de 60 ou pas.
Je crois que je suis peut-être sur un 35%. Tu vois. Je vois quand même bien Webb sur 4 courses réussir à finir devant Sexton une fois. Tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est comme je te dis, en fait, c'est que ça dépend tellement de Sexton. Est-ce que tu vas chuter? Est-ce que tu vas faire une erreur? Est-ce que tu vas faire ça? Tu vois qu'en vrai, même si Ça tu pars un peu ça derrière. dépend aussi du très haut, hein, parce que est-ce que les nuages vont pleurer? Voilà, mais alors évidemment, et ça chamboule tout. Et puis, tu vois, et Il faut franchement, tout j'ai pas prendre compris. Moi, la faut semaine tout dernière, prendre il en était compte, hein. devant. Et puis, au final, je me suis dit, là, c'était le. Tu te dis encore, c'est pareil, mais bon, ça n'a rien de vivre dans le passé. Mais tu te dis, si à cette course dans la boue, il avait marqué les points qu'il aurait dû marquer en restant troisième, sans dégringoler, et que Webb, en plus, ouais, je crois qu'il était. J'étais pas 7 à un moment donné, je crois, en un tour, il est passé de 7 à 3 la semaine dernière, Webb. Ouais, il était trop. Tu te dis, là, D'où est-ce qu'il est venu? Je sais pas. tu t'aurais marqué des points, là, on serait pas loin, quoi. Hmm. Et c'est totalement différent, mais bon, c'est comme ça. Et ouais, quand même 4 épreuves. Et en vitesse, tu vois, Sexton, encore une fois, là, aujourd'hui, et c'est juste, tu restes sur tes roues, ça le fait, quoi. Mais au Et final, même avec un départ qui n'était pas terrible, là, du Webb coup. en vitesse et pas à la rue, parce que donc moi j'ai trouvé que l'écart était assez stable entre les deux quand ils sont passés premier, deuxième, jusqu'à à peu près 5 minutes de la fin, où ça a vousiné moins de 3 secondes, plus de 2 secondes généralement. Et après, ouais, il lui a mis 5 secondes sur les. Mais j'aimerais bien voir 3 secondes de plus à peu près sur les 5 dernières minutes. Mais les temps autour, le meilleur temps autour en finale. ouais, je les ai Et pas. quand je est-ce les ai pas qu'il analysés. a été fait, tu vois, ce serait intéressant parce qu'effectivement, moi, sans regarder les chiffres, je trouve que Sexton est un bon cran au-dessus, tu vois, en vitesse, mais pas en régularité. Par contre, tu vois, sur ses tours, c'est qu'il va peut-être te Ouais, sortir un peut-être. chrono de fou, Et qui va peut-être répliquer 2, 3 fois, mais à l'inverse, en fait, aux tu essais, vois, il y avait combien d'écart entre les deux? Parce qu'ils étaient premier et je sais deuxième. pas, parce que moi, j'ai pas regardé les essais au final, vu Ah. que la course était 2 jours, je suis passé direct. Ah, ok. J'ai pas regardé les essais, Parce que je mais crois qu'il y avait moins d'une seconde entre les deux quand même, tu vois. ouais, mais mais ce que je veux dire, c'est que par contre, tu vois, ça a un nom en mathématiques. Là, quand tu prends justement l'écart entre son meilleur temps et son pire temps, Ouais. j'imagine que cette valeur est plus élevée chez Sexton que chez Mm. Webb, tu vois. Donc c'est ce qui témoigne d'une constance Mhm. moins bonne chez Sexton et à l'inverse, du coup, plus élevée chez Webb, qui fait que, bah oui, à la fin, il se retrouve là ou même voire à gagner. Parce que tu vois, je pense que Sexton, il y a 2 semaines à Seattle, quand il fait son tour où il fait des enroulés presque tout le long dans l'enchaînement et que des doubles où il se fait doubler par Webb, ce tour-là, il doit être 2 secondes moins rapide que son meilleur temps, minimum, tu Mhm. vois, je pense. Il faudra vérifier, mais je suis à peu près sûr. Et c'est ce qui lui coûte. C'est que voilà, faut travailler sur cette régularité sur les tours et ça passe, je pense, vraiment par la tête, quoi, avant tout. Parce que Mhm. physiquement, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Après, est-ce que cette différence, t'es pas obligé qu'elle soit plus grande plus lorsque de rapide. toute façon ta vitesse de Ouais. pointe est meilleure? Une erreur du coup coûte plus cher par rapport à ton meilleur temps que si t'es plus lent, tu vois. C'est sûr. Moi qui suis à l'arrêt, bah, que je cale ou pas, on voit pas la différence. Non, c'est vrai que ça réduit. Enfin, Mais ça en fait, ce qu'il faut augmente. voir, c'est à quel point est-ce que le pire temps de Sexton est pire que celui de Webb, Mm. versus à quel point est-ce que son Ouais, meilleur faire temps la est meilleur différence que entre. celui de. Ouais. Mm. Puis après, le temps moyen, mais ça, de toute façon, c'est généralement le résultat à la fin de la course, puisqu'ils partent tous ensemble. Du coup, toi, t'hésites entre 50 et 60% de chances que Sexton. Non, je mets un il- 60 et j'hésite avec 60 ou plus. Oh, carrément. Il y croit encore bien, Bah, qui finissent le devant, Mr. oui, Brad. pas qui gagnent les 4 courses, mais qui finissent devant Webb, oui. Ouais, mais alors, si Sexton Oui. finit devant Webb et que c'est pas lui qui gagne, qui la gagne? Eh ben, écoute, je vais te le dire, parce que c'est le prochain pilote dans ma liste, et c'est peut-être Roxen, parce que Pétard Roxen, il a qu'une épaule, qu'une cheville, et le mec, il s'accroche comme s'il avait tout. Et alors, il roule à peine moins bien. En fait, Ouais, mais tu tu vois, sens sur les- que sur les sur la 4 durée courses, de la finale, ouais. c'est plus dur. Mais moi, j'aime voir la combativité quand même, parce que je le trouve limite plus combatif encore que quand il était en pleine forme. Et même si ça fait 2 ans, et ça me fait un pincement au cœur pour Roxen, parce que je trouve que ça fait 2 ans qu'il monte en puissance au fil de la saison. Tu vois, il commence assez bien, mais en plus, ça s'améliore. Et que c'est des blessures au final qui le freinent. Et en plus, l'année dernière à Nashville, c'est à cause de son amortisseur qui pète. Il faisait une super course à Nashville avant que son amortisseur il lâche dans les whoops et qu'il se casse la jambe. Et il avait déjà gagné une course cette année-là. Il avait fait un bon triple crown à Indianapolis où il était deuxième derrière Jet sur les trois finales. Et ouais, à Nashville, il était juste derrière Tomac, mais il commençait à lancer des nouveaux sauts dans la finale, les uns après les autres. Et malheureusement, ouais, c'est la casse mécanique qui lui coûte. Là, cette année, c'est une chute à l'entraînement qui lui douleur à l'épaule et à la cheville qui le freine, alors que bah, c'était de mieux en mieux. En plus, il y avait quand même de moins en moins de concurrence. Et ouais, je suis vraiment un peu déçu pour Roxen, quoi. Ouais, c'est sûr.
C'est sûr, mais après, moi, ouais, je sais pas si d'ici, même s'il revient à 100%, enfin, tu vois, pour le coup, Sexton, dès le départ de la finale, il a fondu sur Roxen. Je crois que les commentateurs, ils le disaient à un moment donné, ils fondaient dessus. C'est juste qu'il avait déjà construit une belle avance Ouais. pendant que Sexton remontait un Et peu qu'il y dans avait le des pack. pilotes entre les deux. Voilà, et que lui, il est passé premier. Au final, dès que Barcia nous a fait un super virage à gauche, il est passé premier à ce moment-là. Ouais. Je crois. Donc voilà, assez tôt, bah, dès le premier tour en fait. Dans le premier tour ouais, que, C'est dans le premier tour complet, ouais, que Voilà. du coup. Parce que Après, c'est juste après après la son passé arrivée. l'arrivée pour la première fois que Barcia fonce tout droit. Voilà, donc j'aurais aimé le voir un peu plus près pour voir comment il croise les ornières parce que là, c'est vrai que là, on a vraiment l'impression, genre, j'ai pas envie de la faire cette finale, je vais m'auto-saboter. Mais je pense que ouais, il s'est fait déséquilibrer un peu sur le double. Ouais. Et après, à mon avis, Je crois il a réaccéléré sur l'atterrissage de ce petit double et en même temps glissé un peu. Et après, ça a raccroché, il a raté son freinage. Et Ouais. de mon analyse de non-expert, c'était ça à peu près. Ouais, bah, surtout qu'on voyait pas très bien. Enfin, j'ai pas vu de Non. vidéo avec Avec un un bon close-up angle, dessus. ouais. Ouais, on était d'assez loin et du coup, c'est vrai que tu vois un peu faire ça mais petit à petit, je me barre. Bon, et du coup, il est passé premier assez tôt, Roxen, et il a pu justement construire un peu cette avance. Et en fait, je sais même pas, je pense que. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine que même dans le pack, Sexton devait avoir des chronos meilleurs ou peut-être pas Aussi loin bon. de. Ouais, aussi bons que ceux de Roxen. Sauf qu'il avait cette avance au départ qui fait qu'il il l'a pas doublé directement. Quoi. Mais, et comme Webb, quand il est arrivé, tu vois, il a pas pu résister. Puis je sais pas combien de temps il a terminé. J'ai mais... pas fait attention, mais il les driblait les Whoops Roxen. Et ben, Il je suis pas sûr sautait. qu'il ait fait toute la finale. Hein. Ouais. Il me semble le revoir C'est que sauter un peu vers la fin. Ça doit y tirer sur l'épaule. Au départ, avec l'adrénaline du début de course, peut-être que ça va. Et puis après, difficile. Bon, en tout cas, et malgré tout ça, encore sur le podium, Roxen. Ouais. Donc, ouais, lui ou Plessing. En fait, si on disait, parce qu'on est parti de là, Sexton finit devant Webb, mais que ni l'un ni l'autre ne gagne, bah, ce serait, j'imagine, de toute façon, on l'a dit, Roxen, Plessinger ou Justin Cooper maximum qui pourrait gagner. Justin Cooper. Mais parce que, ouais, aussi, du coup, quel pourcentage que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne une des 4 finales au moins Un une des 8e 4 vainqueur. Ouais. Non, même pas un 8e vainqueur, vraiment juste entre les deux. Ou alors, okay. dans l'autre sens, quel pourcentage que ce soit Sexton, soit Webb sur les 4 dernières. Alors, qui se les partagent qu'entre deux, les 4 dernières finales. Moi, je dirais qu'il y a plus de 50% de chances qu'un autre pilote gagne une des 4. Ah ouais, quand même. Donc moins de 50% de chances qu'ils se les partagent que pour tous les deux, quoi. Ouais, parce que souvent, avec la pression du titre et tout sur la dernière, il y a toujours quelqu'un qui fait un bon départ, un Barcia, tu vois, ou un Malcolm qui va aller chercher la deuxième de l'année, Plessinger, pareil, un Justin Cooper. T'as toujours un mec qui a eu une année un peu moyenne et c'est sa dernière chance de s'en sortir. Au chat à la souris, et il fait un bon départ et les autres, ils jouent le titre, il y a beaucoup de pression, ils sentent plus leurs jambes, comme dit James. Et du coup, ça roule pas aussi bien que le reste de l'année. C'est pas forcément, puis c'est pas aussi primordial. Au final, t'as qu'un mec à battre, tu vois. Donc c'est pas aussi primordial. Tu te penses plus, bon, je suis 12e et j'ai assez de points pour gagner le titre. Pas d'erreur. Ouais, c'est vrai que pour la dernière. Donc je mettrais quand même plus de 50% de chance pour qu'un autre pilote en gagne encore une. Sans parler du fait qu'on a aussi 4 stades ouverts et qu'on pourrait avoir à nouveau de la gadoue. Tout ça. Quoi. Et que ce soit un pilote qui ne soit jamais qualifié, qui gagne. Ouais. Et pourcentage de sens que Thomas qui fasse un supercross là avant l'Out d'Or. Je sais pas, en plus moi je le recommanderais pas spécialement quoi en fait. Ouais. Plus full motocross là, à tester les arrive dès la première épreuve préparé comme jamais et prend des gros points dès le début. C'est ça. Surtout qu'il paraît que un autre individu du nom de Jet Lawrence serait peut-être déjà présent dès la première. Bah ouais, moi je pense. C'est ce que tu me disais. C'est ce qui se laisse dire là pour l'instant qu'il reprenait. Bah, je crois que du coup il a déjà repris la moto là parce qu'à l'époque où on en parlait, c'était. Je sais pas, il a pas mis un Instabanger. Ouais, c'était imminent, je crois la reprise de la moto. Donc je sais pas si à l'heure actuelle il a déjà repris ou pas, mais en gros ça ne serait tardé et donc moi je verrais pas un Jet Lawrence ne pas faire la première. Enfin tu vois, c'est un peu comme un Erling sans GP qui vient reprendre avec que quelques roulages et donc il finit loin, mais tu vois j'imagine qu'un Jet il finirait pas aussi loin, surtout qu'en motocross en plus en outdoor US t'as moins de tête, donc même quand il va pas préparer finir en dehors du top 10. Disons que t'es Jet Lawrence au top de ta difficile. carrière, t'es pas Erlings en fin de carrière.
Et en plus, il viendrait quand même, s'il a déjà repris la moto, il viendrait avec un peu plus de préparation que Erlings la semaine dernière en Sardaigne, quoi. Ouais, Donc, mais ça. donc oui, je le vois. Je suis d'accord avec toi. Je me dis que même s'il manque un peu de préparation, il sera dans les 10, les 2 premières Voilà. manches de la première épreuve, Ouais, Jet. J'ai envie de dire que même s'il s'était pas fait réparer le genou, il serait dans les 10 probablement à la première, quoi, presque. Bah ouais. Donc moi, je suis à peu près serein sur le fait que oui, il va faire dès la première et peut-être pas avec dans l'idée justement de à fond, on gagne direct dès la première, de prendre un peu en maturité. Voilà, maintenant il est un peu loin le Grand Chelem, on l'a fait une fois, c'est bien. Et que bah, maintenant il faut se remettre à gagner des titres, quoi, Ouais. parce que le temps passe vite quand même, et puis les championnats aussi. Et quand on commence tout de suite avec un Grand Chelem, forcément, ça met Forcément, on veut battre le record de McGrath. les expectations, là, les attentes sont très élevées. Mais bah voilà, et là, je pense que ça l'a ramené un peu à la réalité. Et tu vois, c'était une option que j'envisageais un peu pour lui, tu vois, de justement qu'à un moment donné, il y a un truc qui se passe, soit une blessure, soit changement de moto. J'avais dit, tu vois, une 2025 qui lui plaît pas, une 2026, une 2027, j'en sais rien, totalement revue et qui au final lui plaît pas du tout, qui va du coup lui mettre un coup au moral parce que bah, je suis là à me dire, bah, faut que je les gagne toutes, à revenir à l'essentiel maintenant. Ou bah, là, non, je pense que pour l'Outdoor, il se dit pas, faut que je les gagne toutes. L'objectif, c'est de gagner le titre. Et donc, je pense que son état d'esprit il sera totalement différent, quoi, à partir de maintenant. Même en Supercross, tu vois, il va être moins sur le nombre de victoires, et plus avoir des titres. Parce que bon, à la fin, bah, on parle de temps en disant enfin, quand t'as pas gagné de titre, peut-être qu'on parle de tes victoires, tu vois, mais quand tu as gagné un certain nombre de titres, on va parler de toi quand même. Je pense qu'il y a la façon dont on se souvient de toi en tant que pilote. Je pense qu'il y a tu vois, tout le monde parle de Bradshaw alors qu'il n'a pas gagné de titre. Mais dans les années 90, c'est un mec, ouais, mais dans les années 90, enfin, il a marqué les esprits de tout, parce que la façon dont il roulait, parce que surtout pour l'époque, c'était pré-McGrath, il avait gagné beaucoup de courses. Alors je crois qu'il en a 16 peut-être, 16 courses gagnées et pas un titre. Donc il y a que Roxane qui a plus de courses gagnées sans avoir gagné de titre. Et tu vois, enfin, on parle de James presque au même niveau de la même manière qu'on parle de Ricky, alors qu'il a beaucoup moins de titres. Il a un petit peu plus de courses gagnées en supercross, il en a moins en motocross. De toute façon, après, on parle pas trop de James de la même manière que Ricky pour le motocross, plus pour le supercross. Bah ouais, mais parce qu'il est arrivé. Enfin, James était là quand Ricky n'était plus là, donc c'était la star de son moment. Mais Villopoto, on en parle moins alors qu'il a 4 titres. Tu vois, on parle pas de Villopoto de la même manière mais parce que James, il y a eu le Bubba Scrub, il y a eu je pars dernier, je remonte premier. Ne serait-ce qu'en 2009, c'était James ou Chadrid, tu vois. C'était l'un ou l'autre, donc il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient venir que à l'époque de. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, tu vois, la façon dont on se souvient d'eux. Ouais, mais un Ryan Villopoto, il n'était pas seul dans sa période, tu vois. Il a gagné 4 d'affilée. Oui. Mais il n'était pas seul dans sa période, c'est que tu avais un Dungey. Concurrence pour gagner des courses. Voilà, il y avait un Dungey qui était là, Chadrid aussi encore qui était là pendant un moment, tu vois, et Chadrid qui était là en 2009 quand on parlait que de Stewart Reed, donc qui lui était encore là, il prenait de la place, tu vois, donc on pouvait pas avoir enfin moi je pense, on peut pas avoir un Ryan Villopoto comme l'homme de la situation et tout, parce qu'il est quand même derrière la grille avec un certain James Stewart même au départ, un certain Chadrid, tu vois, donc même s'il a commencé à gagner contre eux, il gagnait contre des stars qui prenaient déjà beaucoup de place, tu vois, dans nos cœurs, dans nos têtes. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, un Villopoto, et puis il est pas, au final, enfin, il a fait 4 d'affilée et basta, quoi. Et il est parti, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'était aussi en plus très condensé, lui. Donc il a pas eu le temps de, tu vois, pas comme un Thomas qu'aujourd'hui, c'est pareil, Thomas qui a pas autant de titres en Supercross. Mais la longévité fait que aussi et ouais, du coup il y a un nombre de victoires et tout, mais il y a une longévité, et c'est qu'il est au top pendant un long moment, et voilà, chaque année, Thomas, on l'attend encore, et je pense qu'un Villopoto il aurait continué, on attend encore Villopoto l'année suivante, même si le 5e il le gagne pas, on l'attend encore pour le 6e, tu vois, et donc là ça fait déjà 6 ans où on parle de Villopoto, même si on avait gagné que 4. Alors que là, on a juste pu parler de lui 4 ans et terminé. Après, il est parti se faire le coccyx en Europe. Ouais. Donc, je pense que ouais, ça y joue. Et tu vois, aujourd'hui, un Jet Lawrence, je veux dire, il s'arrêterait aujourd'hui. On se souviendrait de ah ouais, quand même, c'était un phénomène et tout. Mais tu vois, tu as un Cole Davis qui vient avec. Tu le mets sur une moto rouge et un équipement Alpinestar. Tu vois peut-être Jet, en fait, tu vois. C'est quand même très semblable sur la technique, la posture, la façon de rouler. Je trouve que dans les whoops, c'est les mêmes. Ils roulent très sur l'arrière, tu vois, quand même. Ils se mettent vachement les fesses sur l'arrière dans les whoops. Ouais. Et je trouve que Jet Lawrence, il roule vraiment de manière similaire, quoi, les deux, tu vois. Je pense qu'ils doivent avoir plus ou moins le même gabarit aussi.
assez fins et plus ou moins grands, quoi. Mais je trouve que quand tu les vois sur la moto, c'est quand même très, très similaire. Donc franchement, tu mettrais un qui se déguise en l'autre. Je sais pas si ça saute aux yeux, qui sait, quoi. Et donc ouais, je pense que Ouais, je trouve que peut-être, mais ça c'est peut-être grâce à l'expérience, Jet roule avec plus d'assurance, plus d'autorité. Un peu quand il fait un dépassement et tout, tu vois, Jet c'est vraiment c'est un éclair quoi. Il recoupe un virage, paf, ça, et il en passe deux d'un coup. C'est des trucs que Davis tu l'as pas encore vu faire, mais c'est probablement aussi parce que il découvre tout juste son niveau. Ouais, et après je parle vraiment, enfin, Sur la scène. encore une fois, moi je compare pas les deux niveaux là, parce que tu vois, c'est Oui, pareil, oui. il faudra les mettre dans la même ligue pour qu'on puisse vraiment avoir un comparatif et voir, ok, la vitesse et tout. Mais moi je trouve Ouais. vraiment, juste à regarder rouler, sans regarder des chronos, des trucs comme ça, je trouve que la posture sur la moto, c'est très similaire, quoi. Et très debout, sur les jambes et tout. Et je trouve que ça se ressemble beaucoup. Oui, oui. Je Donc suis bien voilà, d'accord. tu vois, on parlait de marquer les esprits. Un Jet Lawrence qui s'arrêterait aujourd'hui, bah, dans 10 ans, si on a un Cole Davis, enfin tu vois, on a un Sexton aussi qui, dans la technique, parce que c'est ça un peu ce qui. Comment tu retiens Jet, bah voilà, le grand chelem quand même, assez précoce, ce garçon, jeune et avec beaucoup de succès dès le début. Et sa technique de pilotage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sa technique de pilotage, mais qui tend justement à être la normalité en fait. C'est qu'il y en a de plus en plus qui s'en inspirent, je pense. Et donc à la fin, moi, ça ne m'étonnerait pas que dans 10 ans, on ait une majorité de pilotes qui roulent comme ça. Et que de temps en temps, il nous reste un Barcia, un Tomac, enfin, Un dans Digan. le style. Voilà, un Digan qui, lui, à mon avis, ne roulera pas comme ça, même s'il disait qu'il essayait aussi quand même de s'en inspirer et de progresser là-dessus. Mais je pense qu'on n'aura jamais un Digan. Et puis, c'est pareil aussi sur le corps, tu vois, il fait plus petit, plus condensé, Ouais, Digan Digan. sur la moto. Donc, Ouais. visuellement, ça restera un style différent. Mais bon, voilà. Bon, je voulais parler de notre Dylan national, qui, malgré qu'il ait été pris dans la... Je suis pas sûr que Oui. c'était très français ça, mais malgré le fait qu'il soit dans l'accrochage du départ, enfin, qu'il en est pâti en fait, il remonte 7 en repartant derrière Wilson, qu'il a bien bouchonné en hit. Ouais, là, Donc, je me suis dit, j'en parlais, tu vois, quand. Wilson qui lui ne finit que 17ème. Ouais, je me suis dit, là, Ferrandi s'est dit, oh la HRC, faut que je la mange, là, faut que je la mange, j'ai pas le choix. Obligé. Mais qui raisonnerait pas comme ça en même temps, hein. C'est moi qui aurais dû être dessus, je dois la manger. Bah ouais. Non, mais en fait, j'ai trouvé. Mais du coup, t'as pas regardé les essais. Après, les essais, ça veut pas dire grand chose parce que Dylan était en haut du tableau pendant un petit moment, mais sur le résultat final, c'était à peu près la même chose. Je crois qu'il fait 8ème chrono. Et en hit, bah, ça roulait bien, mais il a jamais trouvé la solution sur Dean Wilson. Mais par contre, bah, lui, il repart encore plus loin que Sexton dans la finale. Tu vois, tu disais, j'ai l'impression que Sexton, il est 15e quand il passe la ligne du all shot. Ben, Dylan, il est en tout cas derrière ça. Et donc, remonter 7e pour Dylan, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais tu vois. C'est un pas dans le bon sens, disons. Moi, je crois pas que je bien, rejoins un mais- peu le discours là de DV sur ce plan-là au niveau du départ, tu vois. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit que t'as pas besoin d'un bon départ. Enfin, il faut arrêter de parler de départ. Moi, je pense qu'il faut quand même en parler. Mais tu vois, pour un certain niveau, c'est que tu vois, Dylan, sa place, en gros, si voilà, on parle pas de départ, on fait une hiérarchie des pilotes, bah, tu vas mettre peut-être Sexton voilà, en vitesse, tu vois, tu vas mettre Sexton, ouais, tac, tac, tac. Et bah, il est aux alentours de cette place-là, tu vois, Dylan, aux alentours de la 7e place dans la hiérarchie. Ouais. Et du coup, en fait, le mec qui est derrière lui, je sais même pas qui on placerait, tu vois, juste derrière lui, peut-être. Bah, l'écart de niveau qu'il y a entre les deux, bah, tu dis que oui, mais l'écart qu'on a, c'est pas un Jet Sexton ou un Jet Sexton Tomac, tu vois, penses que le mec qui est qui sont derrière très Dylan, il serrés. est vraiment beaucoup moins bon que Dylan et que Ouais. du coup, peu importe le départ, il va se retrouver Bah, c'est derrière ça, Dylan à c'est la que fin de si la l'autre manche. ne fait pas un all shot et Mm. Dylan dernier, globalement, à la fin de la course, s'il n'y a pas une chute, enfin voilà, même si tu t'en fais partir un, du coup 15e, l'autre peut-être 5, à la fin de la manche, sur la longueur, et avec une vitesse du coup qui est supérieure pour Dylan, il arrivera à cette place-là, tu vois. Parce que et c'est ce qu'on disait un peu dans le début de saison, c'est qu'il part devant au final ou qu'il part derrière, il finit à cette place-là. Ouais, mais alors tu vois, du coup, quand il part devant et qu'il finit cette place-là, c'est pas terrible. Mais il serait parti 12e, il revient 7, je te dirais pas la même chose, tu vois. Ce serait une remontée un peu fébrile. Mais je me dis qu'il part 17e et au vu de ce qu'il nous a montré le reste de l'année, même quand le plateau était juste avec cette densité-là,
il n'a pas toujours fait de 17e à 7e, tu vois, sur une finale de Non, mais SX. parce Donc, qu'au départ, je trouve que c'est effectivement, pas là, mal. Et en plus, d'une course à l'autre, entre lui, Savacci, McElrath, et il y en a peut-être encore un autre dans ce groupe-là où c'est un peu, voilà, mets la place que tu leur donnes au départ et, enfin, donne-leur un ordre au départ et c'est probablement l'ordre dans lequel ils vont finir parce que ces 4-5-là, ils sont à peu près au même niveau pour le coup bah en ouais, mais vitesse c'est ce qui s'est actuellement. passé. Il a fini derrière McElrath et. McElrath, je sais pas, mais il a fini derrière Savacci. Non, parce que McElrath, il tombe au départ, du coup, lui. Et il finit pas premier pilote Honda du coup là, Dylan? Je sais pas. Tu dis qu'il finit combien? 7e. Parce que ça fait quoi? Sexton. McElrath tombe au départ? C'est McElrath qui tombe au départ, je crois. Ah, c'est peut-être McElrath qui tombe au départ. Alors Et du qui coup, fait faire peut-être du qu'il coup un finit, demi-tour à tout le monde, là. peut-être qu'il finit juste derrière Savacci, mais je crois Parce qu'il que Savacci, il a par fini doubler 5, Savacci. non? Ah ouais? Ah, c'est peut-être ça alors. Attends, mais je Oui, confonds. attends. Si, je crois que c'est ça. Il me semble qu'il s'est fait Ouais. interviewer en plus à la fin, du coup, en lui disant 5e place, c'est bien et tout. Mhm. Je crois qu'il finit 5, donc il est peut-être fini devant McElrath, mais il Mais me par semble contre, du coup il s'est c'est fait lui qui doubler était par par terre. Justin Cooper qui est parti depuis plus loin que lui. Ouais. Ou Et, alors il l'a doublé en cours de course et il s'est Et refait tu vois, et doubler c'est après. pareil, au final, on l'a vu un peu tout le temps finir par ici, mais là tu rajoutes la densité de pilotes, enfin ceux qui manquent. Les frères Lorenz, tu les places sans doute devant, Bah oui. devant Ferrandis. Anderson aussi. Anderson aussi. probablement. Donc déjà, ça fait déjà plus 3, ça l'amène à 10. Tomac. J'ai oublié Tomac. Ça amène à 11. Euh, Et on a vu Justin Hill, il a fini où par rapport à lui là? Parce que tu vois, du coup, au final, Ok, il tu était compares un derrière peu au Justin niveau des Hill. pilotes privés. Et je crois que par contre, il est parti devant Justin Hill. Il me semble qu'il l'a doublé. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Ouais. Mais il me semble. Donc ça, moi, c'est vrai que je compare un peu parce que c'est vrai que Justin Hill, il a été Bon, quand ok, même non, dans mais cette ça me partie championnat. paraissait bien pour Dylan. Mais Non, mais bah du ça coup, peut non. quand même. Hein, je suis pas là pour que mon avis n'influence Non, personne. De Mais toute façon, j'ai remarqué, tu l'aimes plus, Dylan. c'est pas que j'aime plus, c'est que au contraire, plus j'aime, plus j'ai des attentes élevées. Et non, c'est mais vrai que moi, tu regardes, il y a 3 ans, il était champion à outdoor et c'est. En fait, je comprends qu'il y ait eu des événements, voilà, des blessures, des maladies, changement de team, mais j'aimerais juste voir des signes. Alors peut-être que tu vois, là, en fait, je cherchais des signes, donc j'ai vu ce que je voulais voir dans cette 7e place, j'en sais rien. moi, le signe que je verrais, c'est Mais- que lui, il aille démarcher un team usine, parce qu'apparemment, il y a des teams usines qui sont intéressés par lui. C'était le cas pendant l'off-season, là. Et ben qu'il en chope un, là. Tu vois, qu'il aille dans un team usine et qu'il se remette dans le droit chemin. Enfin, où on le remet, non, mais on le met dans des rails, tu vois. Et moi, ça m'a donné un signe quand j'avais vu il s'était rapproché du coup de Zach Osborne pour l'entraînement. Tu vois, je me dis, bon, bah, voilà, il veut être encadré et tout. Même si quand il avait fini avec DV, il disait maintenant je sais quoi faire. En gros, voilà, j'ai l'expérience et tout qui me Bah oui, permet pour le coup, il avait un programme qui sait qui fonctionne bien. Ouais, mais c'est pas pareil quand t'as quelqu'un qui est derrière et que si t'as oublié une répète, alors après c'est chacun avec soi, mais bon, une répète c'est bon, tu vois. Bah, tu sais que quand t'es encadré, la répète tu l'as fait en fait. Tu vois, t'as quelqu'un qui te regarde, t'es Pour le coup, pas seul dans tes. Alors après, Pour le coup, DV, il disait que Dylan, il était bosseur et tout, donc j'imagine pas parce qu'il est tout seul de devenir un peu mais c'est laxiste. mais c'est petit à petit en fait, je pense que ça se Ouais, fait. Tu ouais. vois, c'est dans la motivation et tout. Bah, même tu vas courir, tu vas mettre moins d'intensité que même si tu te fies à des temps, des trucs comme ça. Quand tu vas rouler pareil, tu roules tout seul, bah tu vas mettre moins d'intensité au fur et à mesure. Puis au final, tu te recompares aux autres et oh merde, bah ah ouais, bah tu Oui, vois. ou c'est vrai que pour le coup, DV, il disait que parfois, il lançait Dylan sur une manche. Et donc, je sais pas, admettons une manche de SX à l'époque des 250, ça fait 5 minutes qu'il est sur sa finale de 15. Il a fait que du caca. Il dit bon, arrête-toi, on recommence de zéro, tu refais la manche de 15 minutes de zéro. Hmm. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de truc. Il y a peu Bah, de s'il y a chances que personne tu te qui te dises regarde, voilà. ouais, je fais que du caca, j'arrête, je recommence de zéro, je refais mes 20 minutes parce que maintenant il est en 450. Puis surtout, quand tu roules avec d'autres gens, bah, du coup, tu fais la manche avec les autres gens. Et puis plus tu t'arrêtes vieillis, pas. plus aussi tu prends moins de risques en fait. C'est normal, tu vois, c'est Mm. logique. Donc c'est pareil, tu te mets plus en sécurité, tu vas plus facilement être sur la réserve que ce que tu l'étais avant, tu vois. Et je pense que le rôle aussi du coach, enfin tu vois, comme David disait, si je te dis de le faire, c'est que je vois que ça passe, je t'enverrai pas au casse-pipe. Bah, c'est aussi rassurant, je pense, pour le pilote de se dire, bah t'as un œil avisé derrière qui te dit que ça passe. Mm. Toi, t'es un peu hésitant. Bon bah vas-y, j'y vais. Tu vois. Surtout quand c'est déjà arrivé quelques fois que le coach il te dit ça passe, tu dis mais non, t'es fou. Puis après, ça déjà Justin Hill qui le fait. C'est ça. Ou Sexton maintenant. Ouais. Bon, ok, Dylan, j'espère que tu feras peut-être 6e du coup à Foxborough. Non, Foxborough, c'est passé à East Rutherford pour qu'on puisse. Je sais pas si c'est East Rutherford ou Pittsburgh la prochaine, mais bon.
J'espère que tu feras au moins 6e pour que Mister Brab soit plus satisfait et que les signes que je veux voir, j'ai raison de les voir. On parle un petit peu plus des 250 ? Ouais. On approfondit un peu le sujet. Donc on l'a dit, Davies qui gagne en dépassant tous les meilleurs de la catégorie. Digan qui revenait sur la fin. Alors Davies était sûrement aussi en train de gérer son effort. Cependant Digan, lui, fidèle à lui-même, n'a rien lâché jusqu'au bout et recollait. Donc je pense qu'une fois qu'il a vu Davies passer premier, il s'est dit bon, pour l'instant ça va, mais là si moi je finis 4 et que lui il gagne, ça fait beaucoup de points et ça commence à faire beaucoup pour lui. 2 victoires de suite. Je sais qu'au championnat, il n'est pas si loin que ça non plus. Si je lui laisse ramasser des... Parce que du coup, ça fait 3 et 2, 5 et encore 2 jusqu'à la 4e place. Ça fait 7 points. Je pense que Digan, il s'est dit, si je le laisse ramasser des 7 points tous les week-ends, ça ne va pas le faire. Donc, il s'est un petit peu énervé et il a envoyé la sauce. Ouais, moi, je l'aurais plus vu. C'est Davis. Ok, je suis serein maintenant, tu vois. Je perds pas de points. Enfin, il était déjà 2e au championnat, Davis, avant d'arriver au Triple Crown, là ou... J'ai envie de te dire que Est-Ouest. oui, mais cependant, j'ai vu que Baumer était 23 ou 26 points derrière maintenant. 26 points derrière, je crois. Donc, je ne sais plus combien a fini Baumer là dans cette course. Je crois qu'il était 6e. Non, c'est Vial. Et il était derrière Vial. Ouais. Ok, donc peut-être que Davis n'était pas encore 2e après Seattle. Mais il était vraiment pas loin de la 2e place dans ce cas. Donc je pense qu'il se dit qu'au final, il la croit quand même... Non, je sais pas si son avance a augmenté quand même. À Digan en faisant 2 là, et Davis qui passe 2e au championnat. Ah ouais, bah du coup, vu que je sais pas combien... Ouais. Là, je sais qu'il est 26 maintenant, mais je sais pas combien. En tout cas, moi, je me suis plus dit... je voyais un Digan se dire, bon, c'est Davis... tranquille, et il me semble que je l'ai lu quelque part en plus ça qu'il s'était dit bon voilà, en gros je peux souffler maintenant, c'est juste Davis qui est devant, donc en gros c'est pas important. Et moi je l'ai un peu pris comme ça quand Davis a doublé Digan où Digan il dit genre bon, j'aime pas me faire doubler mais c'est Cole, c'est pas trop grave. Puis après, mais donc là ils étaient 3e et 4e. Puis après, Cole, il passe 2. Toi, Digan est toujours 4e. Puis après, Cole, il passe 1. Digan est toujours 4e. Et là, je me suis dit, il doit faire un peu les calculs dans sa tête. Genre, ça va lui faire 2 courses, 2 victoires de suite. La confiance, ça va commencer à gonfler. Les points, ça va commencer à gonfler. Là, il faut que je réagisse. Il pense beaucoup quand il roule le Diggs. Moi, en tout cas, quand je regarde, j'y pense. Ouais, mais alors... Je sais pas. Non, moi aussi, j'ai le rythme cardiaque à 180 quand je regarde. Je pensais plus à partir du moment où il était 2e, son état d'esprit en mode oui. c'est Davis devant, tranquille. Et du coup, je pense qu'il a pu rouler. Enfin, moi, je le voyais comme ça, rouler plus, libéré. Et ce qui a fait qu'il a bien roulé du coup aussi sur cette fin de manche et qu'il remontait. Et apparemment, il a été surpris du drapeau à damier, ou en tout cas du drapeau dernier tour. Il pensait qu'il lui restait 5 minutes encore là. Et que du coup il avait envie d'aller le chercher, quoi. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de conditions physiques où quand il y a le drapeau blanc, tu te dis non, il restait pas 5 minutes encore. Et c'est pas au bout de 5 minutes que tu fais que regarder la montre là. Bon, c'est quand que ça se termine. Je t'ai vu à Saint-Chéron à un moment donné regarder ta montre d'ailleurs en pleine course. Ah ouais, j'ai vu. Ça arrive. T'as fait un peu de physique là avant la prochaine ou c'est comment? Non, même pas, mais j'aurais bien aimé faire une course là, d'une autre ligue aussi, tu vois, faire un truc justement sans pression, aller en attendant un peu, faire une course. Et t'as regardé un peu les calendriers, ce qu'il y a ou... Ouais, j'en ai vu une dans les Hauts-de-France là, peut-être. Quel terrain? Je me sens plus du nom. Ok. Mais ouais, j'aurais bien faire ça un peu. Mais non, on n'a pas fait de physique encore. Bon, on en a parlé un tout petit peu au début de l'épisode, mais Amaker... Alors ouais, j'avais noté Amaker nouveau leader jusqu'à ce que je vois qu'en fait Hampshire est à égalité, donc encore 2 plaques rouges à l'est. Vial seulement 2 points derrière. Allez, vas-y, dis-nous ce que tu penses de Tom Vial. Je suis déçu. Ah là, c'est parti. Et Écoute, attends, si tu veux bien, je vais parler un petit peu avant. Je vais faire le Marvin du podcast, je vais faire l'avocat du diable. Non, Vial, c'est pas le diable. Je vais faire l'avocat du Vial. Jeu de mots pourri. Mais parce que je me dis, il est encore dedans en fait. Ça va, il est encore dedans. Évidemment, je voudrais voir Vial gagner une course comme tout le monde. Bon là, après la quadriole, d'ailleurs, ça chute en hit. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vois un Vial qui s'est dit, je tente le quadruple à ce tour-ci, c'est bon, j'ai personne devant moi et tout, et il faut que je le tente, donc je le tente. Et sauf qu'il s'est un peu raté sur son atterrissage du triple d'avant, un peu déséquilibré, et il l'a tenté alors qu'au final, il était déjà en train de commettre une erreur. Il a cross-rut, quoi, il a croisé les ornières en fait. Mais tu vois, je reviens un peu sur
Et peut-être que ça n'a rien à voir parce que les conditions de piste n'étaient pas du tout les mêmes. Mais je reviens sur le fait qu'il se faisait beaucoup chahuter déjà entre les bosses dans la Gadoue la semaine dernière. Et donc, je trouvais qu'il prenait beaucoup son guidon, des coups de guidon en fait sur chaque montée qu'il envoyait parfois sur la gauche, parfois sur la droite. Et là, encore une fois, tu vois, il prend son saut et il est un peu chahuté. Et il a envoyé, Enfin, quand tu cross-rut, tu peux avoir les meilleures suspensions du monde. Si tu as une roue dans un truc et l'autre dans l'autre, ça va t'envoyer de travers. Et sauf que là, Ouais. il était au milieu, il me semble. Et ça cross-rut vers la gauche. Donc, il s'en sort bien quand même parce qu'il atterrit sur ouais, la botte de il a paille. bien tapé Lui, il quand même. s'écrase pas tellement sur la botte de paille, mais il s'écrase sur de la terre un peu molle, j'ai Ouais. l'impression, sur le bord du saut. Mais il aurait pu vite finir la tête la première sur le bois, le compressé aggloméré du sol, là, et ça aurait pu faire vite plus mal quand même. Et qu'est-ce que tu penses de... Bon, je suis tout mouillé, c'est le premier tour, j'ai déjà perdu les 20 places en un tour. Je vous retrouve au LCQ. Non, ouais, ça, moi, j'ai pas compris. Ouais. Au début, je me suis dit, bon, il s'est peut-être fait mal quelque part, tu vois, mais quand après, apparemment, il a été interviewé, on lui a dit, il a dit qu'il était all good, tout allait bien physiquement. Je me suis dit, mais repars. Et puis en plus, même pour ton repêchage, du coup, ça te donne une meilleure grille, tu vois. Au pire, même si tu te qualifies pas là. Et puis, ça te fait du temps de roulage sur la piste aussi, tu vois. C'est que c'est très court. Et en plus, moi qui suis un pilote qui a besoin de rouler jusqu'à être à l'aise, enfin, pour eux qui découvrent des pistes tous les week-ends, c'est pas de refus, tu vois. Ils avaient que 16 minutes sur la piste aux essais. Oui, du coup, il y avait que 2 séances d'essais de 8 minutes chacune. Et il n'y a pas eu de press day, il n'y a pas eu d'essai libre. Non. Donc ça fait peu de roulage sur la piste en fait. Donc continue de rouler et même pour ton LCQ, du coup ça te fera plus de roulage même si tu dois passer au LCQ. Et puis on sait pas, ça se trouve il y en a 3 qui s'accrochent aussi d'un coup et au final tu as la qualif tranquille quoi, tu vois. Ouais. Quand ça t'arrive comme ça dès le départ que tu as pu te relever direct. Parce que quand tu commences à partir de l'autre côté, je me suis dit, il sonnait ou quoi? C'est de l'autre côté qu'il faut repartir. et puis après j'ai compris qu'il rentrait. J'ai fait bon, ok. Après, moi je me suis dit peut-être que du coup la moto est dégueulasse, il y a du boulot dessus parce qu'il a tordu des trucs ou quoi et il veut donner plus de temps à son mécanicien pour travailler dessus. Ouais, ou que lui du coup il s'imaginait ne pas pouvoir bien rouler non plus aussi avec peut-être un levier complètement tordu ou je sais pas. Et nous, de loin comme ça on le voit pas, mais ouais non déjà j'ai pas trop compris mais bon t'as pas fini ton avis au final sur lui Mais donc moi je trouve que Tom Vial il est encore dans le coup et c'était pas une super course mais il a sauvé les meubles sur une journée qui de toute façon dès la hit a démarré pas terrible et je suis pas aussi énervé et inquiet qu'après les courses d'avant, tu vois. Cependant, en fait, peut-être que je suis aussi en train d'accepter que cette année, Hampshire et Hamaker, ils sont un cran au-dessus et c'est le jeu. Hein. Des fois, il y a des pilotes qui sont meilleurs que toi et il va falloir retourner à l'entraînement peut-être l'hiver prochain pour essayer de reprendre du niveau et rattraper tout ça. Ouais. Et moi, en fait, je suis déçu parce qu'il y a eu des signes, pour le coup, là, j'en ai vu des signes chez lui qui étaient... Est-ce que c'est pas comme moi avec Dylan? Non, parce que là, c'est mathématiquement, là, on les voit, les signes. Alors déjà, je suis déçu parce qu'effectivement, après cette chute-là, je me suis dit, il va plus jamais ressortir le 4. Effectivement, il l'a plus jamais sorti. Ouais. Je suis déçu parce qu'il est... Alors que... ça a été refait avant le... Je suis naze sur une moto. Mais le 4, il avait pas l'air très difficile. Non, mais c'est surtout que il a été, c'est différent, tu vois. Là, il y avait des ornières, mais ils ont refait, je pense, les transitions avant le repêchage, tu vois. Je sais pas s'ils l'avaient refait celle-ci en particulier. Ce qui m'a froissé, c'est que repêchage, il finit 2e quand même. Ouais, et il là, n'est pas allé chercher Gavin Towers. Ouais, mais là, je pense que il roulait à mon avis très crispé tendu. Et il s'est dit, faut pas que je chute quoi. C'est des fous dans ce repêchage. Regarde ce qui est arrivé à Dylan à Anaheim. Voilà, faut pas que je chute et tout en plus. Donc bon, le roulage déjà la chute effectivement et de pas repartir, de s'arrêter direct, je trouve que tu dois pas faire ça. Tu dois justement prendre du roulage sur la piste et même les commentateurs à un moment donné, ils en ont parlé, ils ont dit en fait Vial du coup je crois que c'est Stewart qui le disait qu'il aura pas eu beaucoup de temps sur la piste avant d'aller au repêchage et que le repêchage en plus c'est ta dernière chance. Donc faut pas se rater. Et donc ouais, effectivement, juste dans l'objectif déjà de prendre du roulage sur la piste, peut-être se qualifier directement aussi qui donnera une meilleure place sur la grille pour la finale. T'éviter un repêchage stressant, etc. Si t'as pas mal, si tu t'es pas fait mal et que la moto n'est pas froissée et t'empêche pas de repartir, vas-y quoi, roule. Ensuite, le repêchage, du coup, voilà, effectivement, un peu décevant de pas être premier, mais je me suis dit, bon, je comprends un peu la position là où super stressé et tout. Il s'est dit, c'est pas une place qui va changer ma finale pour le coup, au point où j'en suis. Donc voilà, le plus important, c'est de faire la finale. J'ai déjà marqué 0 points la semaine dernière. On va pas recommencer une deuxième parce que là, sinon, c'est cuit. Donc oui, effectivement, il a roulé bien sur la retenue, mais voilà, je me suis dit là, au repêchage,
Enfin voilà, et c'était sûr qu'il n'allait pas le retenter là, mais en fait c'était là qu'il aurait fallu le ressortir, peut-être le 4, tu vois. Après, moi je trouve qu'il n'était pas indispensable à faire le 4 parce que tu disais que ça Non. gagnait un petit peu. J'ai vu des moments où derrière ça le faisait pas, et au final de pouvoir faire 2 et direct inter comme ça, tu vois aussi, bah, c'était pas trop mal. Mais du coup en finale, décevant parce que. Je crois que c'est Digan qui en finale lui faisait le 4. Puis on roulait bien la dernière pour aller prendre intérieur quand même. Serré. Et là, lui, ça gagnait bien en fin de manche, comment il le faisait comme ça. Pendant que Davies, lui, faisait le quadruple, simple dans l'extérieur. Et donc, il y avait moyen. Je pense qu'en s'appliquant bien sur la bosse derrière et le virage, et en mettant de l'intensité, le 4 était avantageux. Mais oui, si tu as quelqu'un comme Davies en fin de manche qui le prend, mais sans mettre plus d'intensité que ça, effectivement, en mettant de l'intensité sur le triple-double, tu étais bien aussi. Et mais sinon, plus en finale, en fait, il remontait pas mal parce qu'il prend pas un super départ là sur le deuxième départ aussi. Il prend Mieux pas... que le premier quand même. Ouais, mais du coup, ça aurait il pas remonte un peu. Il a la pression de Shimoda derrière qu'il arrive à contenir tout le long de la manche jusqu'au dernier tour, je crois, ou avant-dernier tour, qu'il a craqué et au final, il se fait passer. Shimoda a passé Vial. Oui, c'est pour ça qu'il finit 6. Ouais. Et donc, sauf que Vial revenait, déjà il sortait le triple après les whoops, donc c'est pour ça qu'il y avait des signes, c'est que lui et Shimoda c'était les deux seuls à faire le triple après les whoops. Il driblait. Digan l'a fait une fois comme ça et il a arrêté de le faire. Donc, et il a failli tuer Amaker. En plus. donc non, justement, même un Digan n'a pas su le gérer ce triple, il a essayé une fois en Y, il a dit c'est bon j'arrête. Alors que Vial le faisait à tous les tours, quasiment, il y a peut-être quelques tours. Où en dribblant les whoops. Il driblait les whoops et il faisait le petit saut pour les 3 dernières, c'est comme ils font souvent là, ils dribblent, tac. C'est ce que Plessinger faisait aussi en hit. Et voilà, et il prenait assis du coup, et Shimoda derrière le suivait, les deux le faisaient tout le long. Et ça l'aidait bien d'ailleurs pour revenir jusque sur Amaker. Et il est revenu sur Amaker et Hampshire, tu vois, en fin de manche. Il est revenu, il était à un moment donné à 1 seconde de Amaker. Et il s'est passé quoi? Il a fait une erreur? Ouais, bah, je pense que tu vois, Amaker il en a fait quelques-unes aussi, ce qui a fait revenir. Mais, oui, ça j'avais vu. Ouais. Mais il est revenu, il était dedans. Et au final, dans les derniers tours, il lui manquait encore le. Vas-y, encore un peu pour vraiment être à son... J'ai l'impression qu'il est revenu plus parce que Amaker faisait des petites erreurs que lui qui était vraiment plus rapide, quoi. C'est la sensation que j'en ai eu en regardant. Je sais pas. Mais en tout cas, ça revenait. Et dans les derniers tours, il a craqué. Et en plus, Shimoda a fini par le doubler. Donc c'est pour ça que je suis vraiment déçu de la fin. Parce qu'il aurait pu au final aller marquer des points. Et en plus, marquer les esprits. Parce que Vial aurait dépassé des gars et pas n'importe lesquels. Quoi, parce que voilà, ça parle de Vial. Combien de personnes il a doublé et combien de pilotes Factory il a doublé à la régulière. On ne sait pas s'il en a doublé cette saison, tu vois, des pilotes Factory à la régulière. Donc là, voilà, il y avait moyen d'aller enfoncer et puis d'en vouloir et d'aller passer à Maker, marquer des points sur Maker. Et après, bon, Hampshire, je pense que ça aurait été compliqué d'aller chercher en plus Hampshire. Mais je trouve qu'il y avait moyen d'aller chercher Maker et que bah, il n'a pas concrétisé, il n'est pas allé jusqu'au bout, quoi. Moi, en fait, je tire pas la sonnette d'alarme parce que je suis en train de me dire que sa stratégie, elle va peut-être marcher, quoi. Mais c'est pas une stratégie établie de genre je veux pas gagner tout, mais au final d'être régulier. Et je me dis que ça va peut-être payer parce que bon, il a quand même Hampshire devant qui une fois sur 3 il met la cabane sur le chien. Donc lui sur 3 dernières courses c'est sûr qu'il va s'en mettre une au moins. Et ensuite un Maker plus solide cette année, étrangement solide cette année, un Maker. Parce qu'il roule avec les Lawrence. Et en plus très bon, mais oui, si tu veux, parce qu'il ça l'aide forcément, mais après le travail, c'est lui qui le fait. Et, enfin, je pense qu'il doit être moins au-dessus de ses pompes pour rouler à cette vitesse. En fait, il doit être plus à l'aise à cette vitesse-là pour faire moins d'erreurs. Mais puis là, je pense qu'il ça y est, il croit, quoi. Il a la croyance en lui-même à Maker après avoir gagné. Il en a gagné qu'une. Oui, mais c'est son Triple Crown à Birmingham qui était vraiment bien aussi à Maker. Malheureusement, il n'a pas gagné 2 au total. Ben non, parce qu'il gagne le showdown. Il gagne le showdown et la semaine d'après au Triple Crown, il tombe dans la première manche et il gagne les 2 manches suivantes. Mais c'est Thrasher qui gagne la course. Et après, on les a revus que là. Oui, mais il a 2 victoires au total de carrière en fait. Oui. Comme Vial du coup. Donc bon, Vial, moi ça m'embêterait franchement de gagner, tu vois, parce que c'est ce que je me dis aussi. Attends, il lui en reste encore 3 courses pour essayer de gagner des courses en plus. Ouais. Ça se trouve au final, c'est lui, ce sera le seul à avoir gagné plus d'une course sur la côte est. Hein.
on parle, mais il reste encore 3 courses à l'Est. Ouais, bah ce serait bien parce que imagine, tu vois, il monte sans avoir gagné 2 courses. J'en ai marre d'être le rageux, le haters de Vial, tu vois. J'ai décidé que je serais plus ce mec-là. Non, je suis pas un haters, moi. Moi non plus, je suis pas un haters, mais à chaque fois qu'on parle de lui sur le podcast, on critique et mais c'est pas que des critiques négatives parce que tu vois, non, moi je te dis là, il y a des signes, ça vient d'une place d'amour, mais c'est parce qu'on t'aime, Vial, quoi. Au final, on l'aime et on lui en met plein la gueule tout le temps. Parce qu'on veut le voir gagner, merde. C'est pas beau, donc. Non, mais parce que moi, en plus, tu vois, ça m'embêterait. Et en fait, c'est plus aussi dans un futur parce que je me dis quel team. Alors, sauf si on a un Sexton qui décale et que du coup, bah, la simplicité de Vial qui monte en 4,50 sur la KT. Mais je me dis même pour un futur, en fait, pour lui, tu vois, c'est qu'au final, gagner un titre, mais parce que tu as des mecs plus rapides qui ont mis la cabane sur le chien, comme un Hampshire ou Amaker, pareil, voilà, qui ont manqué clairement de régularité, tu vois. Gagner parce que tu as fait. Enfin, tu vois, si tu fais tout le temps 5, admettons, et que tu gagnes parce que tu fais tout le temps 5, mais parce qu'en fait, c'est les autres qui font 1, 1, 22, 12. À la fin, le team usine, tu vois, en 450. Ouais, c'est bien en 250, mais là en 450, enfin voilà, moi j'ai l'impression que pour avoir une place en 450, il faut dominer son sujet en 250, quoi. Pour avoir une bonne place, c'est même pas tant pour la place dans le team usine, parce que je pense que tu as gagné les 2 titres. Après, ça dépendra aussi un peu de sa performance en outdoor, mais bien que, à mon avis, son contrat sera signé avant l'outdoor. Mais je pense que la place dans un team usine, il l'aura. Moi, c'est même plus pour performer ensuite en 450, parce que c'est pas le tout d'y arriver, il faut y rester, il faut progresser. Ouais, mais après ça, moi, tu vois, je me dis, une fois que tu es dans les bonnes conditions, que tu as un bon team, que tu es encadré, etc., bah, tu n'as plus qu'à progresser. Donc après, bah, voilà, c'est même que tu es gagné en 250 ou que tu n'es pas gagné en 250, le step en 450, tu as du progrès à faire et tu dois évoluer. Et tu vois, je pense à un Justin Cooper, je me dis, bon, bah, tu vois, tu peux être dans les clous de Justin Cooper, évoluer à ton rythme tranquillement et à la fin, bah, faire des podiums et arriver jusqu'à gagner. Puis peut-être que dans 2 ans, peut-être que, ou peut-être même dès l'année prochaine, Cooper, c'est un prétendant au titre, tu vois, on sait pas. Donc, moi, ça m'inquiète un peu moins, mais c'est que les places, elles sont quand même bouchées dans les team usines. Et que, enfin, quand je te parle de team usine, tu vois, c'est pareil, c'est un contrat chez Ducati qui sont nouveaux. Enfin, c'est un peu comme un Roxen qui va du coup devoir développer une ancienne moto. Et donc, un peu, c'est un frein, quoi. Quand tu arrives sur une HRC qui est déjà très au top, qui gagne, qui fonctionne bien. Il y a Beta, il y a Triumph dans 2 ans. Beta. C'est dingue, ils ont fait des bons résultats en plus avec Bloss, là. Ouais, ils ont bien roulé ce week-end. Ferrandi sur une bêta. Ouais, mais peut-être. Après, je crois que Ferrandi, il n'a pas trop envie de partir de Floride. Et Beta, ils sont dans l'Oregon, c'est complètement de l'autre côté du pays, donc ça marcherait peut-être pas. Après, peut-être que là, ils seraient OK pour pas avoir tous leurs pilotes sur place chez Beta, je sais pas. Hein. Mais après, est-ce que la Beta est plus performante au final que sa moto Je suis pas certain. J'allais dire sa moto d'occasion. Ouais. Sa moto privée, ouais. Sa Honda Phoenix, je suis pas certain. Ouais. Mais justement, ça fait une super transition vers le dernier sujet de ce podcast que je voulais aborder avec toi. C'est une question que je me pose en fait un petit peu à moi-même quand je vois ces nouvelles marques sur les courses et sur le marché. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour te faire acheter une Ducati ? Donc Ducati, ils vont être en vente d'abord aux États-Unis fin juin, début juillet à un prix de vente conseillé de 11 500 $. Donc on peut s'imaginer que ça va être à peu près du 11 500 €, peut-être 12 000 € en France, enfin en Europe. Ça c'est 450 ou la 250 ? Pour l'instant, ils ont que la 450 chez Ducati. Je sais même pas s'ils prévoient la 250 pour l'année prochaine, si c'est pas encore pour l'année d'après, peut-être la 250. Mais donc, on voit quand même en MXGP, elle semble en fait être au niveau. Tu vois, je veux dire, Jeremy Seewer, il fait sur une Ducati ce qu'il faisait sur une Yamaha et sur une Kawa. Donc il a pas l'air du tout handicapé, il prend toujours d'aussi bons départs. Au niveau résultat, c'est peut-être un peu plus en dents de scie cette année, mais ça n'a pas l'air d'être tellement pire qu'avant. Et donc je me dis qu'a priori, après, toi et moi, on n'est pas tellement sur le marché 450 pour l'instant, mais c'est plutôt Ducati sont que sur le marché 450 et toi et moi, on n'y est pas trop parce que on en a déjà parlé, tu t'envisages pas trop de passer sur une 450 un jour, peut-être juste pour essayer, mais ça s'arrête là. Moi, je sais que j'ai abdiqué la 450, je sais que c'est pas pour moi, c'est pas pour mon niveau. Mais ouais, parce que moi-même, je me posais la question, en fait, je me dis, du coup, la Ducati, elle va sortir au prix d'une Stark. Donc là, par contre, on est sur une thermique.
on est sur une moto qui vient d'une marque qui a quand même un prestige dans l'univers de la moto. Moi, après, je fais pas de moto de route. Toi, si, je sais pas si tu vois quand même Ducati comme une des top marques en je fais de la routière ou moto pas. de route. Je la Oui, fais. tu regardes pas le MotoGP et tout ça, mais Non, c'est pour l'utilité. Pareil, la motoroute, tu vois, quand il y en a, ah, t'as quoi comme moto et tout, bicylindre, 4 cylindres et tout, j'en sais rien, les gars. Moi, ça m'intéresse pas du tout. J'ai regardé le meilleur rapport qualité-prix pour avoir ma motoroute, gagner du temps, ne plus avoir d'embouteillage. Et parce que c'est quand même un peu agréable de faire de la moto quand il fait beau, etc., sur les départementales, tu vois. Mais ça s'arrête là. Je suis pas un grand passionné au final de la motoroute. ouais. Et quand il y a une motoroute qui passe dans la rue, je peux l'entendre. Donc le prestige Ducati, déjà, t'en as rien à cirer pour commencer. Non, cette bah après je sais conversation. qu'ils sont quand même ancrés. Enfin, j'ai vu des Ducati très belles aussi parce que quand je passe devant, je suis pas insensible non plus aux motos routes dans la rue, mais je suis pas plus sensible à une moto route qu'à une belle voiture qui passe, tu vois, par exemple. Et mais après, je sais que Ducati font des belles motos et que, enfin, je connaissais la marque avant qu'ils arrivent dans le cross aussi vis-à-vis de justement des motos routes. Bah, de toute façon, les gens qui nous suivent vont peut-être me corriger, mais c'est peut-être un peu le Ferrari de la moto, Ducati, au final. Ouais, tu vois, j'aurais même pas d'avis sur la question. Alors, ou peut-être plus le Porsche, parce que Ferrari, c'est peut-être trop haut de gamme. Des Ducati, ça Après, peut oui, être quelle des marque motos enfin, si je crois qu'Aprila aussi, ils sont bien en route, motoroute. Ils faisaient des motos de cross à un moment donné. Ouais. Ils en font plus. Oui, ils ont bien fait aussi d'arrêter. C'est comme Beta, je crois. Sauf que Beta, ils font motocross, enfin enduro. Ouais, ils font du tout-terrain. Mais... Ouais, ils sont peut-être bien ancrés en enduro. Je trouve que Beta, quand on voit beaucoup en enduro de base, ils ont peut-être. C'est marrant. Ouais, bon, bref. Comme Sherco. Ouais, mais donc, il te faudrait quoi pour envisager d'acheter une Ducati? Et qui divise le prix par deux. Ah, c'est qu'une question de prix pour toi. Non, mais moi, ça me fait. Bah, c'est ça ce qui me ferait essayer quelque chose. Est-ce que tu regardes plus après, genre pour te dire, elle est peut-être bien aussi, tu vois, parce qu'elle est nouvelle. Tu te dis, ouais, je vais acheter une moto, mais est-ce qu'elle va être bien? Est-ce que je vais être à l'aise dessus et tout? Donc, est-ce que c'est un pote ou enfin quelqu'un sur le terrain qui en a une et qui te laisse l'essayer? Est-ce que c'est regarder les comparatifs sur les différents sites internet ou sur YouTube? Est-ce que c'est voir un pilote pro qui performe bien sur la moto ou un pilote pro que t'aimes bien déjà qui est sur cette moto? Qu'est-ce qui te pousse à plus t'ouvrir à la possibilité d'acheter une Ducati potentiellement, ou une Triumph ou une Beta ou tout ça? C'est un peu un tout, je pense, mais le plus gros, effectivement, c'est ce que je vais voir à la télé, tu vois. Demain, t'as Jet Lawrence qui passe sur une Ducati. Bah, d'un seul coup, au final, ça fait son effet. Et c'est ce que tu dis, tu vois. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis longtemps posée. Je me suis dit, mais comment les mecs, on peut les payer des millions pour représenter une marque? Est-ce que le gars, il va investir... Enfin, t'investis des millions sur un pilote dans le but qui t'en rapporte 10 fois plus après en vente de moto, tu vois. Et ou pareil sur les fringues, tu vois. Je me suis dit, tu payes des contrats de fous furieux là, les pilotes pour qu'ils portent ta marque. Derrière moi ça marche super bien parce que c'est pas forcément une question de pilote que j'aime bien ou pas, mais quand à la course je vois une tenue qui me plaît à la télé, je me dis, oh, elle est stylée celle-ci, c'est telle marque, je vais aller regarder sur le site, tu vois. Ouais. C'est comme ça que j'ai acheté ma Fox bleue et fluo, quoi. Bah, moi il y a ça, c'était avant MGT Design Square, les gars. Je pense que c'est le premier truc, tu vois. Et le second, c'est la place qu'elle a dans la société, un peu, en fait. Dans la société du motocross. Genre la réputation de la marque. Je pense. Parce que au final, je vais voir une tenue très sympa. Mais c'est vrai que moi, tu sais, j'ai un peu cette représentation de faire un peu comme les pilotes usines. Quand j'ai une marque de vêtements, j'ai qu'une seule marque de vêtements. Je vais pas avoir une tenue Alpine, une tenue Fox. T'as pas un maillot FXR avec un pantalon non, fly. déjà, ça, non. Et puis même, voilà, si je décide de partir sur du fly, bah, je reste que sur du fly, tu vois. Donc, bon, l'année dernière, je suis un peu comme ça aussi. Je mets pas mes bottes Fox avec ma tenue Alpine Star. Bon, ça, à la limite, bon, c'est comme les gants, parce que j'ai été sur des tenues où les gants... pas toujours terrible, tu vois. Je me souviens que les gants Thor, c'était pas terrible, donc j'ai pu rouler avec d'autres gants, des gants Fox, je crois, avec la tenue Thor. Mais non, en tout cas, quand je suis sur une marque de vêtements, j'essaie de rester sur la même, pareil avec la marque de casque. Je vais pas avoir un Bell, un Alpine Star. Non, je reste une marque pour faire. Je pense que c'est pour faire comme les pros, parce que je trouve des Bell très jolies, tu vois, mais je les trouve très chères. J'aurais pu faire un compromis avec un Bell, un Alpine Star, tu vois, pour être un peu quand même dans ma fourchette de prix. Mais en fin de compte, c'est vrai que je dois me l'avouer, c'est que les influenceurs que sont les pilotes usines, les pilotes professionnels, font leur boulot au niveau des marques. Et alors ça n'empêche que c'est des montants, moi, qui m'étonnent quand même de payer aussi cher, tu vois, pour porter une marque de vêtements, parce qu'effectivement c'est pas parce que c'est, enfin, je me dis Jet Lawrence ou tu mets ou même Hunter Lawrence par exemple, même si j'ai une affinité plus avec l'un ou avec l'autre, tu vois, bah c'est juste le rendu physique que ça fait, tu vois, sur le bonhomme. Voilà, c'est proche du corps, c'est stylé, les couleurs je kiffe.
feu. Mais c'est vrai que c'est le combo aussi sur une Honda. C'est que déjà, je la vois sur une moto rouge quand j'étais sur une Honda rouge, ou là, même avec une Honda blanche, en fonction de la couleur de la moto, tu vois le setup, tu te dis, ah ouais, quand même, ça envoie. Donc, hop, ça t'influence au niveau de la moto. Tu vois, je pense à Triumph. Aujourd'hui, mais je me souviendrai toujours. Maintenant, j'essaye d'arrêter d'être pessimiste à l'idée d'une nouvelle marque qui rentre dans le game depuis GazGaz. Au début, quand GazGaz sont arrivés, je me dis, mais jamais de la vie, c'est une moto d'enduro et tout, tu vois, ça me plaisait même pas qu'ils fassent du cross, genre rester en enduro, tu vois. Ça m'a fait un peu aussi au retour du Svarna, ouais. Oui, aussi, je me souviens exactement, les Squarna aussi, et je me souviens surtout la GazGaz, je me suis dit non et tout, et sauf que GazGaz, ils ont bien fait leur truc aussi de mettre leur moto moins chère à la base, c'est que c'était une KTM rouge, tu vois, mais qu'ils ont mis moins cher. Et donc au final aussi c'est pareil, c'est que en ligue tu voyais beaucoup de mecs aussi en GazGaz. Après tu avais un Justin Barcia dessus, tu l'as vu au haut niveau. Moi ce qui m'a déplu avec l'arrivée de GazGaz, c'est qu'ils ont pris une couleur qui était déjà prise. Ouais. Genre non les gars, rouge c'est les Honda, faites violet à la limite. Ouais. Mais après bon, au final bon maintenant on a, tu vois, genre Triumph ils ont pris le noir, donc ça veut dire que maintenant si une autre moto fait du noir ils pompent Triumph. D'ici quelques années, ce sera un peu le ressenti que tu peux avoir. Là, pour l'instant, non, parce que Triumph sont encore assez nouveaux. Ducati, ils arrivent aussi en rouge. Alors, c'est un rouge un peu différent, mais ça reste du rouge. Donc, on va bientôt vraiment perdre. En fait, les Yam sont noirs et bleus quand même. Il n'y a pas de Fantic aux US d'ailleurs. Fantic. Non, ça fait partie du contrat avec Yamaha qu'ils n'ont pas le droit de vendre aux États-Unis, Fantic. Ok. Et donc, ouais, par rapport à la moto, pour finir dessus, je pense que c'est un peu un tout, mais le prix influence beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, une Triumph, tu vois, je l'ai complètement adoptée, on va dire. Et elle serait moins chère, elle serait au prix d'une YAM. D'une Honda, pardon, parce que la YAM est plus chère. Elle serait au prix d'une Honda, j'y réfléchis, ouais. Ok. La Honda, c'est la moins chère actuellement des 254 temps ? À part peut-être la Suze. Ouais, s'il vous plaît. Non, ouais, il y a la Suze qui est moins chère. Et après. Parce que Kawa, elle a augmenté, tu disais, 2025. Ouais, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, je suis plus au clair avec les prix, mais il me semble que du coup, Kawa est plus cher. YAM aussi. Alors, KT, GazGaz, ils sont plus chers que YAM encore, non ? Ouais, je crois, ouais. Okay. Donc, toi, ça, c'est avant tout. En fait, si le prix. Et qu'est-ce qui t'a orienté du coup vers la Honda ? Parce que je sais que quand tu es passé de la 125 YAM et que tu voulais monter à la 254 temps, tu es passé d'abord sur une Kawa, mais tu voulais déjà à la base partir sur une Honda. Après, tu as eu une opportunité d'avoir une Kawa à un prix intéressant, donc tu as pris ça. Quand il était temps de changer ta Kawa, tu t'es dit, bon, je voulais une Honda, cette fois, je vais me prendre ma Honda. Est-ce qu'il y a eu du fait que Jet Lawrence soit un pilote Honda, parce que tu disais que depuis sa carrière 250, Jet Lawrence c'était un pilote que tu aimais bien. Sexton, que tu aimais bien, était encore sur Honda quand tu as fait le passage de la Kawa à la Honda. Donc est-ce que le fait que ces pilotes que tu aimes bien étaient sur une Honda, ça t'a aussi un peu poussé, ou c'est plus une question de bouche à oreille, les bruits, enfin les avis que tu as entendus sur le paddock et tout ? Non, moi c'est plus la beauté de la moto en vrai. Okay. Non, on va pas se mentir, quand j'ai voulu si passer sur une Honda... dit, non mais la Honda elle est belle, mais par contre laisse tomber quoi. J'en avais acheté, j'en avais essayé aucune avant de passer en 250. Ouais. Enfin, j'ai essayé quand toi t'en avais une, la Suzuki, ça date quoi. J'ai essayé aucune 250 avant d'y passer. Donc j'avais aucun comparatif au niveau du feeling sur la moto, tu vois. Alors il y avait quelques avis sans doute, je sais même pas, je me souviens même plus de quel avis il y avait sur la 23, la première Honda que j'ai eue, la 2023. Comparé aux autres ou quoi, mais c'est plus la beauté, le style qui en ressort, tu vois. Et aujourd'hui, en vrai, même tu regardes le plateau justement en 250 par exemple, la Kawa Pro Circuit, ça en jette, tu vois, avec le casque belle et tout, tu vois, c'est un setup qui est quand même très joli. La YAM Monster, pareil. Donc au final, c'est la Red Bull KTM, t'aimes bien. Ouais, c'est laquelle je trouve la plus jolie, tu vois. Et après, il y a d'autres choses qui rentrent, c'est qu'effectivement, une KT, elle serait toute au même prix. J'aurais sans doute déjà varié en plus, tu vois, de toutes ces années pour justement me donner l'opportunité aussi d'essayer, parce que ça se trouve, je serais plus à l'aise sur une KTM, tu vois. Je kifferais plus le moteur ou quelque chose d'une KTM peut-être. Mais c'est vrai que le prix, moi, il va me. Enfin voilà, je suis quelqu'un de raisonnable, du coup, il vient quand même me freiner. Et là, son importance assez haute quand même dans mon choix de la moto. Ok. Ouais, du coup, pour moi, c'est vrai que la Ducati, elle est chère. Même si tu imaginais que la 250 serait 1000 balles de moins, ça reste plus cher qu'une YAM. Et moi, je pense que j'ai besoin, pour accepter la marque, qu'elle soit... qu'il y ait un pilote pour qui j'ai un peu d'admiration qui se mette dessus, tu vois, que ce soit un Roxen, un Jet, un Thomas. Mais pendant un certain temps, parce qu'au départ, on va y aller, c'est
qu'est-ce que tu fais? Mais non. Après, tu vois, si tu mets un jet sur une Ducati et qu'il n'est pas capable de faire mieux qu'une 5e place, je vais dire, non mais voilà, vous avez vu la Ducati, c'est bon, c'est rincé, jamais de la vie. Mais c'est sûr que tu mets un jet qui fait du jet sur une Ducati, et là d'un seul coup, je me dis, une Ducati, quand il va falloir changer de moto, on verra s'il n'y a pas des occasions pas trop mal. Quand ils changeront le garde-boue avant, c'est une table à manger le truc là. Quand ils mettront des numéros sur les plaques arrière. Je pourrais y mettre mon bureau dessus, mon ordi et tout. Quoi. Non, et c'est vrai que tu vois, la Triumph, c'est pareil, je suis plus accueillant pour les nouvelles marques que pour les nouveaux pilotes. Alors, je vois un nouveau pilote qui bat les anciens, ça met non, attends, lui c'est censé être le meilleur, tu le bats pas, un peu de respect. Une nouvelle marque, bon, vas-y. D'ailleurs, Camden McLellan en MX2. Alors, je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève avant cette année. Et la semaine dernière, il fait une belle course en Sardaigne. Et donc, j'ai envie de dire nouveau pilote parce que j'avais jamais entendu parler de lui. Nouvelle moto parce que c'est que sa 2e année à la Triumph quand même. Et par contre, tu vois, la paire nouveau qui vient un petit peu chambouler l'ordre établi, ça me plaît par contre ça. Lui, je suis chaud. Là. Il a gagné sa première manche aussi à Arco et vas-y quoi. Vas-y Camden, va gagner. Ouais. Et je me disais en regardant ça, c'est bizarre parce que lui, tu vois, si d'un seul coup il se mettait à gagner beaucoup de courses, à rattraper les points et à gagner le titre, genre il prend feu, tu vois, et il se met à dominer la catégorie, ça me dérangerait pas. Ouais, mais parce que t'as pas autant d'admiration et de d'admiration pour un De Wolf que si non, mais moi je suis pour un Bénistan. Moi je veux voir Thibaut être champion du monde MX2 quoi. Ouais, mais je me dis bon, écoute, si c'est McLellan qui vient tout casser, allez. Je me dis belle histoire en fait. Ouais. Je suis pour, ça fait une belle histoire. Bah moi, oui, voilà, les nouvelles motos, je te dis, depuis que... Et pareil, avec les nouveautés aussi au niveau des plastiques. C'est que maintenant, j'ai compris depuis la KT qu'ils avaient fait leur en 23. Tu avais quand même exprimé sur ce podcast ton opinion sur les ouïes de la Honda 2025. Bien sûr. Et aujourd'hui, sauf j'espère que je l'avais dit aussi à ce moment-là quand j'avais parlé de ça, en redonnant cet exemple sans cesse, c'est que depuis qu'en 2023, j'avais vu Erlings tester la nouvelle KT et qu'il nous avait fait une ouïe de radiateur super pointue qui allait loin comme ça, tout le monde, et je me souviens sur les réseaux, à vomir, dégueulasse, qu'est-ce qu'ils nous ont fait mon pote Loïc qui m'avait dit pas KTM, c'est mort, ça passe Honda l'année prochaine, tout. Juste à cause de ça, tu vois, ces ouïes de radiateur, tout le monde était... Aujourd'hui, tu donnes le choix, 98% des gens prennent les plastiques avec les ouïes d'actuelles, tu vois, et plus les anciennes qui descendaient un petit peu au final. Ouais, c'est devenu. C'est ça qui est ouf. Et pareil, je me souviens avec les jantes bleues, je sais pas si tu t'en souviens. Moi, quand Chad Reed avait les jantes bleues sur la YAM. Ouais. Mais Chad Reed, je crois que c'était en 2018 qu'ils ont sorti les jantes bleues du coup sur la YAM, si je dis pas de bêtises. Il me semble que cette année-là, j'ai vu Reed avec le bleu sur la YAM, j'ai fait non. T'es sûr que t'as vu Reed? Il me semblait que c'était à Barcia, que Reed il avait encore les jantes noires. Non, en plus j'avais une photo sur mon fond d'écran WhatsApp sur WhatsApp. C'était Chad Reed avec les jantes bleues. Il me semble que c'était lui en 2018 là que j'ai vu avec et je... Oh non, pas en 2018. Pas en 2018 ? Non, en 2018 Reed il était sur sa Husky CR22 qui s'est transformée en KTM ou en Husky. Déjà en 2018 ? Ouais. 2018 c'est quand je suis allé à Anaheim que Thomas qui perd le pantalon et que Musquin gagne la finale. Ah purée, alors 2017 juste avant ? 2017, Reed était sur la YAM, ouais. Et donc c'est là alors qu'ils ont initié que les jantes sont passées en bleu. Bon, en tout cas, l'année où les jantes sont passées en bleu sur la YAM, j'ai fait... Mais non, mais on dirait... Ça fait tuning. Oui, ça fait pimpin, là. Imagine une Honda là, avec des jantes rouges aujourd'hui. Tu te dis, mais jamais de la vie. Et sauf qu'il le ferait. Et parfois, dans les jeux, je le fais parce qu'en fait, c'est perturbant les 2 premières courses. Puis après, ou une KT avec des jantes oranges. Non, tu te dis, non, c'est pas possible. Et donc, ça m'a fait le même effet. La YAM avec des jantes bleues, jamais de la vie. Et puis au final, j'ai quand même laissé 2017. J'ai pas roulé avec des jantes bleues. Je suis resté jantes noires. Et puis en plus, à l'époque, j'avais pas la dernière moto. Donc, je suis resté avec mes jantes noires. Et je crois que l'année d'après, par contre, alors que la 125 ne sortait pas avec les jantes bleues, j'avais acheté une paire de roues. T'as dépensé les ronds, ouais. Raisonnable que tu es, 1300 pour avoir des jantes bleues. Pour avoir les jantes bleues. Ah là là. Et donc voilà, c'est pour ça que la Honda, c'est pareil. Quand j'ai vu les ouïes, j'ai fait oh non, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et après, je me suis dit, voilà, même quand j'en parlais avec mon pote et tout, et quand il disait à vomir, ça repasse KT. Voilà. Et puis là, du coup, il me disait ça repasse KT. L'année 2025, c'est mort, ça repasse KT, tu vois, il me disait. Alors qu'avant ça, il avait dit ça passe Honda parce que les ouïes de la KT, impossible. Ouais. Et il choisit le moindre mal. Hein. Et au final, je me suis dit, ouais, bon, je sais que je dis ça là, on va les voir rouler avec, on va les voir, et c'est ce qui va devenir encore une fois la normalité. On va s'y habituer.
Et au final, on va même préférer celle-ci. Tu vois, c'est pareil. Ce même pote en question, Loïc, il a adapté ses plastiques, les plastiques de la 2025 sur la 2024. Donc, alors qu'il n'a pas changé de moto cette année. Tu vois, alors que je me souviens que son avis d'avant, c'est. Sur KTM, du coup, il a fait ça? Non, sur la Honda. Ah, ok. Donc, quand il était avec la 24 et qu'il a vu la 2025 sortir, il a dit oh, les plastiques dégueulasses, ça repasse sur la KT. Il a gardé sa 2024, raisonnable qu'il est devenu, et il s'est dit mais je vais acheter le kit plastique 2025 pour la mettre sur la 2024. Ce qui passe. Et tu te dis, tu reviens un an avant, tu te dis, ah non, à vomir, jamais de la vie, je porte un truc comme ça et tout. Et c'est vrai qu'au final, tu t'y habitues et au final, t'aimes même. Tu vois, moi, quand je la vois comme ça, c'est RF là, allez la voir sur Instagram, même GT Design tiré du BMX, c'est une très jolie déco dessus. Je me dis, oui, non, je repasserai pas avec les anciens plastiques, même si je pouvais les adapter, tu vois. C'est vrai que je suis peut-être pas objectif, mais je t'ai vu à Saint-Chéron, je me suis dit, c'est vrai que le Mister Brap, contrairement à Fublen, là, c'était un peu le plus beau sur la piste. Ça veut pas dire que les autres sont pas beaux. Mais il y en avait un qui était encore plus beau que le reste, et c'était le Mister Brap, les gars. Donc allez voir un petit peu MGT Design, tiré du BMX sur Instagram, comme il vous a dit. Et commandez votre déco, en fait. C'est ça. Et si vous voulez être magnifique comme lui, voilà. Et accorder la tenue aussi, parce qu'il n'y a pas que la déco de la moto, on voit bien le bonhomme aussi dessus. Et la déco de casque et tout. Ouais. Et un jour, je suis sûr, il va faire les patrons et tout, et il aura des décos de bottes. Et déjà, c'est... T'en as ? C'est possible, mais en fait, ça recouvre pas l'entièreté de la botte. Ouais, j'imagine sur des bottes Alpinstar où tu as le logo qui est en relief et tout. C'est ça, en fait, il faudrait prendre des bottes, par exemple, toutes blanches ou toutes noires à la limite, et du coup, sur lesquelles tu peux rajouter un petit peu de design, un peu de couleur. Mais il faut que ce soit des bottes unies en dessous dessus déjà. Il suffit que tu aies un teuteux comme moi qui le colle en faisant plein de bulles en plus. Et alors là, ça ressemble plus à rien ta botte. Sur la longévité aussi, je n'ai pas testé. Je sais pas ce que ça dit, mais et puis en plus, je crois que j'ai le gabarit que pour les Tech 10. Ouais. Donc je roule pas en Tech 10. Sur le dessus du pied pour le sélecteur, ça doit glisser un peu. Ouais, mais là, je pense qu'il n'y en a pas. C'est un peu entre les boucles. Ouais, les boucles pour attacher. Non, c'est pas la folie, mais bon, après, il y aura peut-être quelque chose à faire sur les masques, les bandeaux des masques, tu vois, du design à faire là-dessus. Bah, le jour où tu fais tes bandeaux de masque, tu sors tes masques. Oui, mais sauf que je vais pas designer sur l'écran. Quoique, regarde, on pourrait faire un truc justement où toi, tu vois de l'intérieur, tu vois dehors, et de l'extérieur, ça te fait un design dessus. Genre écrit MGT Design, mais que toi de l'intérieur tu le vois pas. Tu sais, il existe des trucs comme ça sur les fenêtres où toi de l'intérieur tu vois pas et de l'extérieur tu vois un motif. Ouais. Bon voilà, c'est des idées. Hein. Je vais pas toutes les donner, on va me les voler. Bon bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épreuve. Ce sera du coup la 14e. 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est ça, 14e épreuve du Supercross US. Je sais plus où elle est, j'ai pas vérifié, mais il n'en reste plus que 4. C'est le début de la fin, donc il faut les savourer. Et puis nous, on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir suivis.